J'avais hérité d'un vieux garage en ruine de mon grand-père, tandis que ma sœur avait reçu un appartement de 2 pièces à Barcelone. Quand mon mari l'a appris, il m'a traité d'imbécile inutile et m'a mise à la porte. J'ai alors décidé de passer la nuit dans ce garage. Mais quand j'ai ouvert la porte, je suis resté pétrifié par ce que j'ai vu. À ce moment-là, je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Les mots de Carlos me transperçaient l'esprit comme des aiguilles brûlantes. 15 ans de mariage, et je découvrais seulement maintenant qui il était vraiment. Une imbécile inutile. C'est ainsi qu'il m'avait appelé quand je lui avais parlé de l'héritage de mon grand-père. Ses pupilles s'étaient dilatées comme celles d'un prédateur sentant sa proie, puis elles s'étaient rétrécies de déception et de rage en comprenant que je n'avais hérité que d'un vieux garage en périphérie de la ville. Ta sœur a eu un appartement à Barcelone, et toi quoi? Une ruine? J'ai toujours su que tu étais une ratée, Victoria. Mais à ce point-là. Il m'a regardé de haut en bas avec dégoût, comme si j'étais un insecte. Je me tenais au milieu de notre cuisine, serrant dans mes mains l'acte de propriété. Un document qui, le matin même, me paraissait précieux et qui n'était plus qu'un vulgaire morceau de papier. Carlos, grand-père n'était même pas obligé de nous laisser quoi que ce soit. J'avais tenté de répondre, mais ma voix tremblait. Tais-toi. 15 ans que je te supporte. 15 ans que j'attends que tu apportes quelque chose à cette famille. Et quoi? Un garage? Non, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dégage de ma maison. Ta maison? Mais on l'a acheté ensemble, on a remboursé le prêt ensemble. Il a éclaté de rire. Un rire froid, horrible, semblable au crissement d'une lame sur du verre. Tu es sérieuse? Avec ton salaire de bibliothécaire? Ces miettes? Tu pouvais tout juste payer l'eau et l'électricité avec ça. Tout l'argent pour cette maison, c'est moi qui l'ai gagné. Elle est à moi. Maintenant, prends tes affaires et pars. À ce moment-là, j'ai cru rêver. Que ce n'était qu'un cauchemar dont j'allais bientôt me réveiller. Mais son coup de poing sur la table m'a ramené à la réalité. Les verres ont sauté, l'un est tombé et s'est brisé. Les éclats se sont éparpillés au sol, l'un m'a égratigné la cheville. Mais je n'ai presque rien senti. Quelque chose était mort en moi, gelé. Tu as une demi-heure. Après, je balance toutes tes affaires dehors. Il s'est retourné et a quitté la cuisine, claquant la porte si fort qu'une photo est tombée du mur. Notre photo de mariage, où nous sourions heureux à l'objectif. Le verre s'est brisé, fendant le sourire de Carlos. Comme un symbole. Je ramassais mes affaires mécaniquement, les rangeant dans une vieille valise. Mes mains bougeaient toutes seules, tandis que mon cerveau refusait d'accepter ce qui se passait. 15 ans. 15 ans de vie donnée à cet homme. À cet homme qui se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte de la chambre, me regardant avec mépris, comme s'il comptait les minutes. Et tu vas aller où? Demanda-t-il soudain, non par inquiétude, mais avec une sorte de curiosité sadique. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je n'en savais rien. Chez tes parents? Ils sont morts depuis 5 ans. Chez ta sœur? Elena ne m'avait jamais vraiment apprécié, et maintenant, après ce partage d'héritage inégal, elle ne voudrait sûrement pas me voir. Chez des amis? Au fil des années avec Carlos, j'avais perdu toutes mes amies proches, il m'avait coupé de tous mes liens sociaux. Pour une fois dans ta vie, tu pourrais prendre une bonne décision, continua-t-il en voyant mon silence. Appelle ta sœur. Qu'elle te laisse dormir dans son nouvel appart à Barcelone. Quoique non, laisse tomber. Elle est intelligente, elle. Pas comme toi. Elle ne te laissera même pas entrer. Ces mots étaient comme du sel sur une plaie ouverte. Mais je n'avais ni la force ni l'envie de répondre. J'ai fermé ma valise et regardé l'heure. 20 minutes s'étaient écoulées sur les 30 qu'il m'avait données. Je m'en vais, ai-je dit doucement. Enfin, fit Carlos en croisant les bras sur sa poitrine, bloquant la sortie de la chambre. Laisse les clés sur la table. J'ai sorti mon trousseau de mon manteau et j'ai retiré la clé de notre maison. Cette maison où j'avais vécu 10 ans. Cette maison que j'avais rendue chaleureuse, où j'avais fait pousser des fleurs, cuisiner, laver, nettoyer, créer un foyer. Une maison qui, au final, n'avait jamais été à moi. J'ai posé la clé sur la table basse et j'ai levé les yeux vers Carlos. Je voulais graver son visage dans ma mémoire, comprendre comment cet homme, avec qui j'avais partagé mon lit, pour qui j'avais prié quand il était malade, en qui j'avais eu confiance toutes ces années, pouvait balayer d'un coup 15 ans de vie commune. Mais je n'y ai vu que du vide et du froid. Il me regardait comme si je n'existais déjà plus. Je suis sorti. C'était fin octobre, une fine pluie tombait. J'ai boutonné mon manteau, mais il ne me protégeait pas de ce froid glacial. Ou peut-être que ce froid venait de l'intérieur. Ma valise me paraissait lourde, même si je n'avais pris que le strict minimum. Je ne savais pas où aller. Ma carte bancaire était dans ma poche, mais il ne restait que quelques centaines d'euros dessus. Mon dernier salaire s'émiette de bibliothécaire, comme disait Carlos. Un hôtel? Je pourrais y passer 1 ou 2 nuits, pas plus. Et après, je faisais défiler les options machinalement, assise sur un banc dans un parc près de la maison. La pluie s'intensifiait, mais je ne la sentais pas. À l'intérieur, c'était le vide. Un vide peu à peu rempli par la conscience de ce qui venait de se passer. Et soudain, j'ai eu un éclair. Le garage. Ce vieux garage en ruine que m'avait légué mon grand-père. Cet endroit qui avait détruit ma vie de famille. Peut-être que je pourrais au moins y passer la nuit, le temps de réfléchir à la suite.
J'ai sorti mon téléphone, ouvert le GPS et lancé l'itinéraire. Le garage se trouvait dans une zone industrielle en périphérie, avec 2 correspondances à faire. Je n'avais pas le choix. Le trajet a duré presque 2 heures. Les bus étaient rares, j'ai longtemps attendu sous la pluie. Quand je suis arrivé, il faisait déjà nuit. La zone industrielle semblait abandonnée et effrayante. Les rares lampadaires éclairaient à peine la route défoncée bordée de rangées de vieux garages. J'ai vérifié les papiers. Garage numéro 123. J'ai dû marcher le long de la rangée, cherchant les numéros à moitié effacés sur les portes rouillées. Certains garages semblaient entretenus, avec des cadenas neufs et même un peu de peinture fraîche. D'autres paraissaient abandonnés depuis des décennies. J'ai enfin trouvé le numéro. Le garage avait l'air de n'avoir pas été ouvert depuis des années. La porte était couverte d'une épaisse couche de rouille, le cadenas semblait soudé tant il était oxydé. J'ai sorti la clé que le notaire m'avait remise avec les papiers. Elle était vieille, lourde, avec des gravures étranges. Rien à voir avec les clés modernes. J'ai eu du mal à l'insérer dans la serrure et à la tourner. Rien. La clé ne bougeait pas. J'ai réessayé, avec plus de force. Le mécanisme a grincé, mais n'a pas cédé. Le désespoir m'a submergé. Allais-je vraiment dormir dehors? Dans une zone industrielle, sous la pluie, avec ma valise et sans toit? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ai-je murmuré en posant mon front contre le métal glacé. Pourquoi tout ça m'arrive? Et comme pour répondre à ma question, la serrure a soudain cliqué et a cédé. La clé a tourné, alors que je n'avais même pas forcé. J'ai reculé d'un pas, n'en croyant pas mes yeux, puis j'ai tiré prudemment sur la poignée. La porte s'est ouverte dans un long grincement qui a résonné dans toute la zone industrielle déserte. Et c'est là que je l'ai vu. Ce qui m'a cloué sur place, me faisant oublier le froid, la pluie, la trahison de mon mari, et tout le reste. À l'intérieur du garage, à la lumière de la lampe de mon téléphone, quelque chose de métallique a brillé. Un grand objet recouvert d'une vieille bâche. J'ai avancé d'un pas, toujours sans comprendre. Ma main s'est tendue toute seule vers la bâche. Le tissu était mouillé, lourd, couvert de poussière. J'ai tiré sur le coin, et la bâche a lentement glissé, révélant ce qu'elle cachait. Mais ça, je vous le raconterai plus tard. D'abord, je dois vous parler de mon grand-père. Cet homme qui, sans le savoir, a changé ma vie pour toujours. Pedro Michael Thompson n'était pas seulement mon grand-père. C'était une légende dans notre famille. Grand, droit même à 85 ans, avec une chevelure blanche épaisse et des yeux bleus perçants qui semblaient lire en vous. Il souriait rarement, ne haussait presque jamais la voix, mais quand il parlait, tout le monde l'écoutait religieusement. Grand-père était ingénieur dans une grande usine, puis il avait enseigné dans un lycée technique. Il était respecté, on écoutait toujours son avis. J'éprouvais pour lui un mélange étrange d'amour, d'admiration et de peur. De l'amour, parce qu'il était le seul à voir en moi autre chose qu'une fille timide et effacée. De l'admiration, parce qu'il me paraissait venir d'un autre temps, fort, droit, inébranlable. Et de la peur, parce que son approbation comptait plus que tout pour moi, et le décevoir me terrifiait. Ma sœur Elena, elle, était différente avec lui. Elle n'avait pas peur, elle lui tenait tête, elle osait lui répondre. Et bizarrement, ça lui plaisait. Du caractère, disait-il avec approbation quand Elena défendait son point de vue face à tout le monde. Nous étions si différentes, elle et moi. Elle, brillante, pleine d'énergie, ambitieuse. Elle avait étudié dans un lycée prestigieux, puis à l'université, tout aussi prestigieuse. Elle savait toujours ce qu'elle voulait et faisait tout pour l'obtenir. Moi, j'étais discrète, je préférais les livres aux gens, je rêvais plus que j'agissais. Victoria, tu devrais avoir un peu du caractère d'Elena, disait maman chaque fois que je cédais à ma sœur. Un jouet, la place près de la fenêtre en voiture, la dernière praline dans la boîte. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. Je n'aimais pas me battre, discuter, prouver quoi que ce soit. Tout ce que je voulais, c'était que tout le monde soit heureux. Et s'il fallait céder un peu pour ça, quelle importance. Cette façon d'être a guidé toute ma vie. J'ai choisi de devenir bibliothécaire non pas parce que j'en rêvais, mais parce que je n'avais pas été prise là où je voulais, et que la fac de bibliothéconomie m'avait accepté à bras ouverts. J'ai épousé Carlos non pas parce que je l'aimais passionnément, mais parce qu'il m'avait poursuivi de ses attentions, et que je n'osais pas dire non. Tu choisis toujours la facilité, m'avait dit Elena un jour, quand je lui avais confié que Carlos m'interdisait de partir en week-end avec des amis. Voilà pourquoi ta vie est ce qu'elle est. J'avais été blessé sur le moment, mais au fond, je savais qu'elle avait raison. La facilité. C'est elle qui m'avait mené à cette vie sans joie, mais aussi sans combat. Grand-père semblait être celui qui comprenait cela le mieux. Il ne me critiquait jamais ouvertement, comme le faisait Elena ou maman. Mais parfois, quand je croisais son regard attentif, j'avais l'impression qu'il voyait en moi quelque chose que moi-même j'ignorais. Tu as un caractère fort, Victoria, m'a-t-il dit un jour, alors que nous étions seuls dans sa maison de campagne. Je l'aidais au jardin pendant que les autres étaient partis se baigner au lac. Tu ne le sais juste pas encore. J'avais rougi et tenté de changer de sujet, mais ces mots m'avaient marqué. Un caractère fort. Moi, la fille qui suivait toujours le courant. La force ne se voit pas toujours dans de grandes paroles ou des actions spectaculaires, avait-il ajouté, comme s'il lisait dans mes pensées.
Parfois, elle est dans la patience, dans la capacité à attendre, à trouver du bon même dans les pires situations. À l'époque, j'avais cru qu'il essayait simplement de me consoler, de trouver un peu de positif dans mon manque de volonté. Mais maintenant, sous la pluie, devant ce vieux garage, je repensais à ses paroles et je me demandais si elles ne cachaient pas un sens plus profond. Grand-père était parti paisiblement, dans son sommeil, 3 mois plus tôt. Elena et moi étions venus à l'enterrement, toutes deux en noir, les yeux rouges de larmes. Pour la première fois depuis longtemps, nous étions proches, unis par la douleur. Mais cette proximité n'avait pas duré. Après les funérailles, la division des biens avait commencé. Et rien ne sépare plus que ça. Grand-père n'avait pas tant de choses de valeur. Un appartement à Barcelone qu'il avait eu jeune en récompense pour son travail. Une maison de campagne solide avec un grand terrain. Et ce garage, celui où je me trouvais maintenant. Elena avait tout de suite revendiqué l'appartement. J'ai besoin d'un logement à Barcelone. Mon travail est là-bas. Vous, avec Carlos, vous êtes installés dans votre ville. Si maman avait été encore en vie, elle aurait peut-être insisté pour un partage plus équitable. Mais maman n'était plus là, et moi, fidèle à mon habitude, j'avais accepté sans discuter. Après tout, je n'avais pas besoin d'un appartement à Barcelone. Carlos et moi avions notre maison. Enfin, c'est ce que je croyais. La maison de campagne devait être vendue et l'argent partagé. Quant au garage, personne n'en voulait. Elena avait haussé les épaules quand le notaire l'avait mentionné. Ce vieux hangar ? Qui en voudrait ? Et encore une fois, je n'avais rien dit. Si Elena n'en veut pas, je le prendrai. Je ne pensais pas à sa valeur ou son inutilité. C'était juste un morceau de plus de l'héritage de grand-père qui me revenait. Le notaire avait tout officialisé. L'appartement pour Elena, la maison à vendre, et le garage pour moi. Je n'avais même pas demandé où il était, ni ce qu'il contenait. J'avais pris les papiers et la clé, les avais mis dans mon sac et les avais oubliés pendant des semaines. Je n'y avais repensé qu'hier, en triant de vieux dossiers. J'avais retrouvé l'acte de propriété, j'avais tourné la lourde clé entre mes doigts. Et j'avais décidé d'en parler à Carlos. Après tout, c'était un héritage, même si ce n'était pas un bel appartement à Barcelone comme celui d'Elena. Sa réaction m'avait bouleversé. Cette colère soudaine, ce mépris, ces insultes. Tout avait explosé d'un coup, comme un barrage qui cède. Et j'avais compris que pendant 15 ans, Carlos avait porté un masque. Un masque de mari attentionné qui cachait son vrai visage. Froid, calculateur, cruel. Ou peut-être que son masque était devenu son visage au fil du temps. Peut-être qu'au début, il m'avait aimé, un peu au moins. Ou peut-être que tout était calculé dès le départ. Car même notre rencontre n'avait rien eu de romantique. On s'était connus à la bibliothèque où je travaillais. Carlos était venu chercher un livre rare d'économie. Il avait 10 ans de plus que moi, il était sûr de lui, avait réussi. Ce genre d'homme ne s'intéressait jamais à moi. Mais lui, si. Il m'a demandé mon prénom et m'a proposé de me voir après le travail. J'ai refusé. Pas parce qu'il ne me plaisait pas, mais parce que je n'ai pas cru à son intérêt. Pourquoi un homme comme lui s'intéresserait-il à une simple bibliothécaire ? Mais il est revenu le lendemain. Et encore le surlendemain. Et la semaine suivante. Il m'apportait des fleurs, des chocolats, me faisait des compliments. J'ai su dès le premier regard que tu étais spécial, m'a-t-il dit lors de notre premier rendez-vous. Il y a chez toi quelque chose d'authentique que les autres femmes n'ont pas. Et je l'ai cru. Bien sûr que je l'ai cru. J'avais tellement envie d'être spéciale, unique, différente. J'avais tellement envie qu'on me voie, qu'on me remarque, qu'on m'aime. Notre histoire a évolué très vite. Au bout de 6 mois, il m'a demandé en mariage, et 3 mois plus tard, nous étions mariés. Grand-père était le seul à ne pas sembler complètement heureux le jour de notre mariage. « Tu es sûre, Victoria ?» m'a-t-il demandé quand nous étions seuls. « Cet homme, c'est vraiment celui qu'il te faut ? Je l'aime, papy, lui ai-je répondu. Et c'était vrai. J'aimais Carlos. J'aimais sa confiance en lui, ses ambitions, sa façon d'obtenir toujours ce qu'il voulait. Tout ce qui me manquait à moi. L'amour, c'est important, avait-il dit d'un ton pensif. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi du respect, de la confiance, des valeurs communes. Sans ça, l'amour s'éteint vite. Je n'avais pas prêté attention à ses paroles. Je pensais que l'amour que j'avais avec Carlos était différent, qu'il résisterait à toutes les épreuves. Comme je me trompais. Les premières années de notre mariage ont été plutôt heureuses. Carlos travaillait beaucoup, il faisait carrière dans une banque. Moi, je continuais à travailler à la bibliothèque, même si mon salaire, comme il disait, était ridicule. Mais j'aimais mon travail, j'aimais être entouré de livres et aider les gens à trouver ce qu'ils cherchaient. Nous louions un appartement, nous économisions pour acheter notre propre maison. Finalement, nous avons pu verser un apport pour une petite maison en banlieue. Pas grande, mais accueillante, avec un petit jardin où je pouvais planter des fleurs. Maintenant, nous avons une vraie maison, avait dit Carlos en franchissant le seuil. Une maison que nous avons construite ensemble. J'étais heureuse. Vraiment heureuse. J'avais l'impression que tout était à sa place. Un travail que j'aimais, un mari qui prenait soin de moi, notre propre maison. Mais peu à peu, tout a changé. Carlos rentrait de plus en plus tard, s'intéressait de moins en moins à ce que je faisais. Quand je parlais d'avoir un enfant, il trouvait toujours 1000 raisons pour dire que ce n'était pas le moment.
L'hypothèque, son travail instable, des travaux à finir. Puis sont venus les reproches. Au début, des petites remarques anodines. Tu t'es encore trompé de café? Pourquoi tu n'arrives pas à repasser correctement une chemise? Tu ne trouves pas que tu as grossi? Puis les reproches sont devenus plus durs. Pourquoi tu travailles encore dans cette bibliothèque? Une femme normale aurait déjà trouvé un vrai boulot. Tu te rends compte de tout ce que je fais pour nous deux? Peut-être que tu devrais réfléchir à ton utilité dans ce mariage? Je me justifiais, je m'excusais, j'essayais d'être meilleur. Mais quoi que je fasse, ce n'était jamais assez bien pour lui. Ma relation avec Elena s'est aussi tendue. Elle faisait une brillante carrière dans une entreprise internationale, elle voyageait beaucoup, sa vie était passionnante. Chaque conversation avec elle devenait un monologue sur ses réussites et mes échecs. « Victoria, tu t'es enterrée vivante dans cette ville », me disait-elle quand elle venait nous voir tous les 2 ans. Ton boulot à la bibliothèque, ce mari ennuyeux, aucune perspective. Ce n'est pas une vie, c'est de la survie. Je me défendais comme je pouvais. Ma vie me plaît, Elena. Tout le monde n'a pas besoin d'une grande carrière et de voyages. Certains se contentent du bonheur simple. Mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Ma vie était devenue une simple routine. Le travail, la maison, de rares sorties avec les quelques amis que Carlos jugeait trop bêtes pour que je les fréquente. Et ce sentiment constant de culpabilité, d'infériorité, qu'il cultivait si bien en moi. Quand grand-père est mort, quelque chose s'est définitivement brisé en moi. Il était le dernier à croire en moi, à voir en moi autre chose qu'une ratée. Avec lui disparaissait mon dernier soutien. Et puis tout s'est enchaîné. L'héritage, la réaction de Carlos, son ordre de partir. Et maintenant, me voilà, debout dans ce vieux garage, trempé jusqu'aux os, avec ma valise, sans aucune idée de ce que je vais faire. Mais assez parlé de tout ça. Revenons au moment où j'ai retiré la bâche et vu ce qui m'a fait tout oublier. Sous la bâche, il y avait une voiture. Mais pas n'importe laquelle. Une Alfa Romeo Giulietta des années 50. Rouge, avec des pièces chromées, parfaitement conservées, comme neuves. Je ne connaissais rien aux voitures anciennes, mais je savais que c'était un trésor. Une voiture qui valait sûrement une fortune. C'est pas possible, ai-je murmuré en tournant autour. La lumière de mon téléphone illuminait sa carrosserie impeccable, ses jantes brillantes, ses sièges en cuir sans aucune fissure. J'ai posé ma main sur le capot. Le métal était froid mais dégageait comme une chaleur, comme si la voiture n'attendait qu'une chose, qu'on la réveille de son long sommeil. Quand j'étais petite, grand-père me parlait toujours de sa première voiture. Une Alfa Romeo Giulietta rouge qu'il avait achetée avec sa première grosse prime. Il disait combien il l'aimait, comment il en prenait soin. Mais plus tard, il l'avait vendue à la naissance de mon père pour acheter une voiture plus pratique. Parfois, elle me manque, m'avait-il avoué un jour. Cette sensation de liberté. Comme si le monde entier s'ouvrait devant moi dès que je tournais la clé. Et maintenant, je me tenais devant cette voiture. Coïncidence? J'en doutais. C'était sûrement celle de grand-père. Mais comment était-elle arrivée ici? Et pourquoi ne nous en avait-il jamais parlé? Mais ce n'était pas la seule surprise. En éclairant le fond du garage, j'ai vu une vieille table en bois. Dessus, une boîte. Petite, en bois sculpté, avec des motifs semblables à ceux de ma clé. Je me suis approché, j'ai posé la main dessus. Je sentais que cette boîte contenait quelque chose d'important. Quelque chose qui m'était destiné. Le couvercle a grincé en s'ouvrant. À l'intérieur, une enveloppe jaunie par le temps, cachetée. Dessus, il y avait écrit « Victoria ». À ouvrir le moment venu. L'écriture de grand-père. Ferme, anguleuse, reconnaissable entre mille. J'ai pris l'enveloppe d'une main tremblante et l'ai approchée de la lumière. Le papier semblait si fragile, prêt à se désagréger au moindre faux mouvement. Le moment venu. Mais comment grand-père pouvait-il savoir que je serais ici? Que Carlos me chasserait de chez moi? Que je n'aurais nulle part où aller, sauf dans ce vieux garage? Ou savait-il autre chose? Quelque chose qu'il n'avait jamais dit? J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, essayant de ne pas abîmer le papier. À l'intérieur, il y avait une lettre, plusieurs pages écrites de la même écriture ferme. Et autre chose. Un tissu métallique. Je l'ai déplié et j'y ai trouvé une clé. Pas comme celle du garage, mais une petite clé élégante, avec une tête en forme de couronne. Une clé pour la voiture? Ou pour autre chose? Mon cœur battait si fort qu'il semblait prêt à exploser. J'ai approché la lettre de la lumière et j'ai commencé à lire. Ma chère Victoria, écrivait grand-père, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là et que tu as trouvé le chemin jusqu'à mon vieux garage. Et tu as sûrement déjà vu mon Alfa Romeo. La voiture que je n'ai jamais vendue, malgré ce que j'ai raconté à tout le monde, y compris à toi. J'ai repris mon souffle. Donc j'avais raison. C'était bien la voiture dont il me parlait enfant. Tu dois être surprise et perdue. Pourquoi je ne t'ai rien dit avant? Pourquoi j'ai gardé le secret? Laisse-moi t'expliquer. Je vais commencer par le début. Cette Giulietta est bien ma première voiture, achetée grâce à ma prime en 1954. Mais elle est bien plus qu'une voiture. Elle est un témoin de l'histoire. De la mienne, de celle de notre famille, et même, d'une certaine façon, de notre pays. J'ai tourné la page, me laissant emporter par ces mots comme par un fleuve puissant, loin du garage froid, de la nuit pluvieuse, de la trahison de mon mari. Je ne t'ai jamais tout dit sur moi, Victoria.
Qui j'étais vraiment, ce que je faisais. Un peu par peur, un peu pour vous protéger, toi et toute la famille. Mais maintenant que je ne suis plus là, je veux que tu saches. Je n'étais pas seulement ingénieur à l'usine. C'était une couverture. En réalité, je travaillais pour les services spéciaux. Un département secret dont peu de gens connaissaient l'existence. Nous faisions ce qu'on appelle aujourd'hui de l'espionnage industriel. Nous récupérions des technologies, des plans, des prototypes à l'étranger. J'avais du mal à respirer. Mon grand-père. Un espion ? Cet homme qui me lisait des contes avant de dormir, qui m'apprenait à faire du vélo, qui me consolait quand j'avais de mauvaises notes. Cet homme était un agent secret ? Ne me juge pas trop durement, Victoria. J'ai toujours agi dans l'intérêt de mon pays et de mon peuple. Je n'ai jamais franchi certaines limites. Je n'ai jamais fait de mal à des innocents ni trahi ceux qui me faisaient confiance. Cette Giulietta n'était pas qu'une voiture. Elle faisait partie de mon travail. Elle avait des cachettes. Des compartiments secrets où je transportais des documents, des échantillons, parfois même des personnes à évacuer. Je me suis arrêté de lire et j'ai regardé la voiture autrement. Des cachettes ? Dans cet Alfa Romeo impeccable ? Mais où ? Comment ? Tu te demandes sûrement pourquoi je te raconte tout ça maintenant. Pourquoi je t'ai laissé le garage et la voiture ? Pourquoi toi et pas Elena ou un autre membre de la famille ? La réponse est simple, même si elle te semblera incroyable. Parce que tu me ressembles, Victoria. Pas physiquement. Par ton caractère. Par ce que tu as en toi. Cette force intérieure que tu ignores toi-même. J'ai souri malgré moi, en repensant à ce qu'il m'avait dit à la maison de campagne, tu as un caractère fort, Victoria. Tu ne le sais juste pas encore. Je t'ai observé toute ta vie. Je t'ai vu grandir, devenir la femme que tu es. J'ai vu ta gentillesse, ta patience, ta capacité à voir le meilleur chez les autres. Mais j'ai aussi vu comment tu laissais toujours les autres décider pour toi, comment tu choisissais toujours la facilité. Je ne te juge pas pour ça, Victoria. Chacun suit sa route. Mais je savais qu'un jour viendrait où tu aurais à faire un choix. Où tu serais à un carrefour. Et ce jour-là, tu aurais besoin d'aide. De mon aide. Si tu lis cette lettre, ce jour est arrivé. Tu fais face à un choix qui décidera de toute ta vie. Et je veux t'aider à faire le bon choix. Des larmes coulaient sur mes joues sans que je m'en rende compte. Comment grand-père pouvait-il savoir ? Comment avait-il prévu que j'en arriverais là ? La voiture que je te laisse n'est pas seulement un trésor, même si elle l'est aussi. Elle est la clé d'une nouvelle vie. Une vie où tu deviendras enfin celle que tu es vraiment. Forte, indépendante, libre des attentes et des manipulations des autres. Il y a une cachette dans la voiture. Trouve-la avec la clé que j'ai jointe à cette lettre. Tu y trouveras ce qui t'aidera à tout recommencer. Mais souviens-toi, Victoria, ce n'est pas qu'un cadeau. C'est une responsabilité. Ce que tu trouveras changera ta vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres. Utilise-le avec sagesse. Et une dernière chose. Ne fais jamais totalement confiance à qui que ce soit, même à ceux qui te sont le plus proches. Parfois, la trahison vient de là où on s'y attend le moins. J'ai serré la lettre contre moi, essayant de comprendre tout ce que je venais d'apprendre. Une cachette dans la voiture. Une clé pour une nouvelle vie. La trahison de ceux qu'on aime. Ça ressemblait à un roman d'espionnage, pas à ma vie. Et pourtant, la trahison avait déjà eu lieu. L'homme à qui j'avais fait confiance pendant 15 ans m'avait jeté dehors en me traitant d'idiote inutile. Et maintenant, grand-père, comme s'il avait tout prévu, me laissait un mystérieux héritage. J'ai regardé la clé dans ma main. Petite, élégante, avec une couronne. La clé de la cachette dans la Giulietta. Là où se trouvait, d'après lui, ce qui pouvait changer ma vie. Devais-je chercher cette cachette maintenant ? Peut-être que je devrais d'abord réfléchir, me reposer, digérer tout ce qui venait de m'arriver ? Mais la curiosité a été plus forte. Je me suis approché de la voiture, j'ai tourné autour, cherchant où pouvait être cette cachette. Sous les sièges ? Dans le coffre ? Sous le capot ? J'ai ouvert la portière côté conducteur. L'intérieur était aussi parfait que l'extérieur. Siège en cuir, volant cerclé de chrome. Tout avait l'air neuf, comme si la voiture venait de sortir de l'usine, et non d'avoir 70 ans. Je me suis assise derrière le volant, j'ai passé ma main sur le cuir. Et j'ai remarqué une petite bosse sur le côté du siège, presque invisible si on ne savait pas où regarder. J'ai approché la clé et j'ai vu un minuscule trou, exactement de la bonne taille. Mon cœur s'est emballé quand j'ai inséré la clé et tourné. Un clic s'est fait entendre et une partie du siège s'est déplacée, révélant une cachette. J'ai éclairé l'intérieur avec mon téléphone. Il y avait une boîte. Petite, en métal, avec des motifs gravés sur le couvercle. Je l'ai sortie délicatement et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des documents. Un passeport au nom de Victoria Patricia Ramirez, avec ma date de naissance et ma photo. Mais un autre nom. Un permis de conduire au même nom. Une carte bancaire, une enveloppe cachetée avec écrit dessus Cody. Un trousseau de clés avec un porte-clés en forme de D. Et aussi un paquet de billets. Des euros, des dollars. Je ne les ai pas comptés, mais il y avait facilement plusieurs dizaines de milliers de dollars. Une somme que je n'aurais jamais imaginé avoir un jour. Et un petit mot. Écrit de la même écriture ferme de grand-père. Appartement Avenida de la Paz, 42, appartement 17. La voiture est au parking souterrain, place 42.
Coffre à la Banque Centrale, Grand Via, numéro 237. Tous les documents sont en règle. Vie libre, Victoria. Tu le mérites. PM. Je me suis adossé au siège, essayant de réaliser ce que je venais de découvrir. Grand-père ne m'avait pas seulement laissé un garage et une voiture. Il m'avait laissé une nouvelle identité. De l'argent. Un appartement en plein centre-ville. Une autre voiture. Et un coffre bancaire avec. Je ne savais pas encore quoi. C'était si fou que j'avais l'impression de rêver. Mais la boîte dans mes mains était bien réelle. Comme le passeport avec ma photo. Comme l'argent. Comme les clés de l'appartement Avenida de la Paz. Pourquoi ? Pourquoi grand-père avait-il créé une nouvelle identité pour moi ? Pourquoi cet argent, cet appartement, cette voiture ? Que voulait-il que je fasse de tout ça ? J'ai relu sa lettre, cherchant des réponses. La clé d'une nouvelle vie. D'une vie où tu deviendras enfin celle que tu es vraiment. Forte, indépendante, libre des attentes et des manipulations des autres. Avait-il vraiment prévu que j'en arriverais là ? Que mon mariage s'effondrerait, que je n'aurais nulle part où aller ? Ou savait-il quelque chose sur Carlos que j'ignorais ? Ne fais jamais totalement confiance à qui que ce soit, surtout à ceux qui te sont le plus proches. Ces mots sonnaient maintenant comme un avertissement direct à propos de Carlos. Mais comment grand-père aurait-il pu savoir ? Je me suis rappelé qu'il avait toujours été étrangement distant avec lui. Jamais ouvertement désagréable, mais jamais chaleureux non plus. Il parlait peu, et quand il le faisait, c'était de sujets neutres. La météo, la politique, le sport. Avec son expérience dans les services secrets, avait-il vu en Carlos quelque chose que moi je n'avais pas remarqué ? Des signes de mensonge, de manipulation, des intentions cachées ? Et maintenant, que devais-je faire ? Utiliser cette nouvelle identité, cet argent, cet appartement ? Commencer une nouvelle vie en tant que Victoria Ramirez ? Ou retourner à mon ancienne vie, essayer de me réconcilier avec Carlos, oublier tout ce que j'avais découvert ici ? Je connaissais la réponse avant même de me poser la question. Il n'y avait plus de retour possible. Carlos avait montré son vrai visage, et je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais pas redevenir cette ombre, cette femme dont la valeur se mesurait à son utilité pour son mari. Grand-père m'avait laissé le choix, et je l'avais fait. J'allais utiliser tout ce qu'il m'avait donné. J'allais commencer une nouvelle vie. Devenir celle que j'étais destinée à être. Forte, indépendante, libre. Mais d'abord, je devais résoudre une autre énigme. Qui avait-il dans ce coffre à la banque dont parlait grand-père ? Quels documents étaient assez importants pour qu'il ne les laisse pas dans la cachette de la voiture ? Et surtout, qui était-il vraiment ? Que faisait-il réellement dans sa vie secrète d'agent ? Et quel lien tout cela avait-il avec moi ? Je savais une chose. La route qui m'avait mené jusqu'à ce vieux garage n'était que le début d'un long chemin. Un chemin qui allait changer ma vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres, comme grand-père l'avait prédit. J'ai refermé la boîte, tout remis en place et verrouillé la cachette. Puis je suis sorti de la voiture et j'ai replacé la bâche dessus. Il me fallait du temps pour réfléchir, pour planifier mes prochains pas. Et pour ça, je devais d'abord dormir et me remettre de cette journée folle. J'ai regardé autour de moi pour trouver un endroit où passer la nuit. Le garage était étonnamment propre, sans toile d'araignée ni poussière, comme si quelqu'un venait le nettoyer régulièrement. Dans un coin, j'ai vu un vieux canapé recouvert d'un plaid à carreaux. À côté, une petite table, et dessus, un thermos. Je me suis approché, n'en croyant pas mes yeux. Le thermos était moderne, clairement pas des années 50. Et à côté, il y avait un mot. Tisane menthe mélisse. Ça aide toujours à se calmer. Repose-toi, Victoria. Demain est un autre jour. PM. L'écriture de grand-père. La même main ferme, les mêmes lettres nettes. Mais c'était impossible. Il était mort 3 mois plus tôt. Comment avait-il pu laisser ici un thermos de thé chaud ? J'ai touché le thermos. Il était tiède. Pas brûlant, mais certainement pas froid. Comme si quelqu'un l'avait posé là quelques heures plus tôt. Ça dépassait tout entendement. Magie ? Miracle ? Ou quelqu'un d'autre avait accès à ce garage. Quelqu'un qui savait que je viendrais aujourd'hui. J'ai ouvert le thermos et une odeur familière m'a enveloppé. Menthe et mélisse. Exactement comme le thé que me préparait grand-père. Ça calme les nerfs et ça éclaire les idées, disait-il toujours en me tendant ma tasse. J'en ai versé dans le couvercle et j'ai bu une gorgée. La température était parfaite. Chaude, mais pas brûlante. Et le goût. C'était celui de mon enfance. Le thé de grand-père. Des larmes ont coulé sur mes joues, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de peur ou de désespoir. C'étaient des larmes de gratitude. Gratitude envers grand-père, qui, d'une manière ou d'une autre, continuait à veiller sur moi. Je me suis emmitouflé dans le plaid qui sentait encore son odeur. Le tabac, la forêt, et quelque chose d'indéfinissable mais de terriblement rassurant. Et pour la première fois de la journée, je me suis senti en paix. Comme si de grandes mains solides m'enlaçaient et me protégeaient du monde entier. Merci, grand-père, ai-je murmuré en m'endormant. Pour tout. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Je roulais dans l'Alfa Romeo rouge sur une route inconnue. Au volant, il y avait grand-père. Jeune, avec des cheveux noirs au lieu de blanc, mais toujours ces mêmes yeux bleus perçants. Où on va, grand-père ? Ai-je demandé. Là où tu pourras être toi-même, Victoria, a-t-il répondu sans me quitter des yeux. Là où il n'y a pas les attentes des autres, leurs règles ou leurs jugements.
Ça existe, un endroit comme ça? Il s'est tourné vers moi et a souri. Pas son petit sourire discret habituel, mais un large sourire, franc et jeune. Ça existe partout, Victoria. Il faut juste trouver le courage de le voir. La route s'étendait devant nous, sinueuse entre les collines, et semblait ne jamais finir. Le ciel était clair, d'un bleu pur. De chaque côté, des champs dorés s'étendaient à perte de vue. Le vent faisait voler mes cheveux, le soleil réchauffait mon visage. Je me sentais légère, comme si on venait d'enlever un poids énorme de mes épaules. Le poids des attentes, des déceptions, des jugements des autres. Je suis fier de toi, Victoria, dit grand-père sans me regarder. J'ai toujours été fier. Même quand tu faisais de mauvais choix. Même quand tu laissais les autres décider pour toi. Surtout à ces moments-là. Il sourit encore. Parce que je savais. Un jour, tu trouverais ton chemin. Et ce jour est arrivé. La voiture s'arrêta au sommet d'une colline. Devant nous, un petit village entouré de verdure. Des maisons blanches aux toits en terre cuite, des ruelles étroites, une église au clocher élancé. Le tout baigné dans la lumière dorée du coucher du soleil. C'est ta maison, Victoria, dit-il. Pas celle où tu vis avec quelqu'un qui ne te respecte pas. Pas celle où tu caches qui tu es vraiment. Celle où tu peux être toi-même. Libre. Authentique. Je ne sais plus qui je suis, grand-père, avouai-je. J'ai passé tellement de temps à être ce que les autres voulaient que je sois. Tu te souviendras, dit-il en posant sa main sur la mienne. Écoute ton cœur. Il ne ment jamais. Je me suis réveillé avec les premiers rayons du soleil filtrant par la petite fenêtre du garage. Le rêve était si réel que je suis resté là, quelques minutes, à en savourer l'atmosphère. Cette sensation de liberté, la chaleur du sourire de grand-père, la certitude que tout ira bien. Mais la réalité n'a pas tardé à me rattraper. J'étais dans ce vieux garage, sans maison, sans mari, sans savoir quoi faire de ma vie. Et pourtant, j'avais un nouveau nom, de l'argent, des clés d'un appartement à Madrid. Et une voiture. Un vrai trésor qui devait valoir une fortune. Je me suis levé, j'ai replié le plaid et rangé le canapé. Je me suis approché de la Giulietta et j'ai passé ma main sur la bâche. Qu'est-ce que j'allais faire de cette voiture? La laisser ici? La vendre? L'utiliser? Je ne savais même pas conduire, je n'avais jamais passé le permis, même si dans la boîte laissée par grand-père, il y avait un permis au nom de Victoria Ramirez. J'ai décidé de laisser la voiture ici pour l'instant. Elle avait bien tenu toutes ces années, elle pouvait rester encore un peu. J'avais d'autres priorités. Où vivre, comment gagner ma vie, que faire de cette nouvelle identité que grand-père m'avait offerte. J'ai rassemblé mes affaires, vérifié que tout était à sa place dans le garage. La bâche recouvrait bien la voiture, la cachette était refermée, et la boîte avec les documents et l'argent était dans mon sac. Avant de partir, j'ai regardé une dernière fois autour de moi. Cet endroit était étrange. Un vieux garage qui abritait une voiture rare et les secrets de mon grand-père. Un garage qui avait changé ma vie en une seule nuit. Merci, grand-père, ai-je murmuré. Pour tout. J'ai verrouillé le garage, m'assurant que le cadenas était bien fermé. J'ai glissé la clé dans ma poche, avec les autres clés. Celle de l'appartement Avenida de la Paz, de la voiture au parking souterrain, de la consigne bancaire. Puis j'ai pris la direction de l'arrêt de bus. Je partais pour Madrid. Vers la nouvelle vie que grand-père m'avait offerte. Le bus vers la gare était presque vide. Je regardais défiler la ville par la fenêtre. Cette ville où j'avais passé presque toute ma vie. Où j'étais allé à l'école, puis à la fac. Où j'avais rencontré Carlos, où je l'avais épousé, où j'avais vécu 15 ans d'un mariage qui, je le comprenais maintenant, n'était qu'un mensonge. Je repensais à la facilité avec laquelle on accepte la réalité qu'on nous propose. Comme on remet rarement en question ce qui nous paraît évident. Carlos m'aimait. J'étais heureuse. Ma maison était là où était mon mari. Et si tout cela n'avait jamais été vrai? Et si Carlos ne m'avait jamais aimé? Et si je n'étais pas heureuse, mais simplement habituée à ma cage? Et si ma vraie maison était ailleurs? Grand-père, lui, connaissait sûrement déjà ces réponses. Et il avait tout fait pour me préparer au moment où je les découvrirais. À la gare, j'ai acheté un billet pour le prochain train pour Madrid. Il me restait 1 heure avant le départ, alors j'ai décidé de me rafraîchir. Aux toilettes, je me suis lavé le visage, j'ai brossé mes cheveux, j'ai enfilé des vêtements propres de ma valise. En me regardant dans le miroir, j'essayais de voir la Victoria dont parlait grand-père. Forte, indépendante, libre. Mais tout ce que je voyais, c'était une femme fatiguée, la quarantaine, les yeux rouges d'avoir trop pleuré, et une expression amère sur les lèvres. Du temps, ai-je dit à mon reflet. Il me faut juste du temps. Le train mettait 4 heures pour arriver à Madrid. Je regardais défiler les champs, les forêts, les petites gares. Dans le wagon, c'était le silence, presque tout le monde somnolait ou fixait son téléphone. J'ai sorti le passeport que m'avait laissé grand-père. Victoria Patricia Ramirez. Ma photo, mon âge, mais un autre nom. Le document avait l'air parfaitement officiel, avec hologramme et filigrane. Comment grand-père avait-il obtenu ça? Avait-il gardé des contacts dans les services secrets? Ou bien utilisé d'autres réseaux, moins légaux? Et pourquoi? Pourquoi m'avait-il donné une nouvelle identité? Pour me protéger de quelqu'un? De Carlos? Mais pourquoi? Que savait-il de mon mari que j'ignorais?
Les questions se multipliaient, mais je n'avais aucune réponse. Peut-être les trouverais-je dans la consigne bancaire dont il parlait. Avec un peu de chance, il y aurait des documents ou des lettres qui expliqueraient enfin tout ce mystère. J'ai atteint Madrid en début d'après-midi. La ville m'accueillit sous une pluie froide, avec ses rues bondées et pressées. Je suis sorti de la gare et j'ai pris un taxi. Avenida de la Paz, 42, ai-je dit au chauffeur, sentant l'étrangeté de ces mots. J'allais vers un appartement qui m'appartenait sur le papier, mais dont j'avais appris l'existence seulement la veille. L'immeuble Avenida de la Paz était un bel édifice ancien, de ceux construits au début du XXe siècle pour la bourgeoisie madrilène. Au plafond, architecture élégante, grandes fenêtres. Un immeuble de standing au cœur de la capitale. J'ai trouvé l'entrée et j'ai ouvert la porte avec la clé de grand-père. À l'intérieur, c'était propre, lumineux, ça sentait les fleurs fraîches et le parfum raffiné. À l'accueil, derrière son bureau, un concierge aux cheveux blancs soigneusement taillés et à la barbe courte lisait un journal. « Bonjour », ai-je dit d'une voix hésitante. Et s'il connaissait tous les habitants par cœur? Et s'il me posait des questions? Mais il m'a juste adressé un sourire poli. « Bonjour, Victoria. Heureux de vous revoir. » Je suis resté figé. Il me connaissait? Ou plutôt, il connaissait Victoria Ramirez? Comment était-ce possible? Vous voulez que je prenne votre valise? A-t-il proposé en voyant mon air perdu. Non merci, ça ira, ai-je répondu, essayant de sourire naturellement. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Je n'ai plus l'habitude. Oui, ça fait presque un an qu'on ne vous avait pas vu, a-t-il acquiescé. Pedro disait que vous étiez en mission longue. Pedro. Grand-père encore une fois. Il n'avait pas seulement laissé un appartement. Il avait construit tout un scénario. Une mission. Une absence d'1 an. Un concierge qui me connaissait sous ce nom. Oui, le travail, ai-je murmuré. On ne choisit pas toujours. Bien sûr, dit-il en hochant la tête. L'appartement est impeccable. Pedro a demandé à ce qu'une société de ménage passe tous les mois. Ils sont venus la semaine dernière. Merci, dis-je en marchant vers l'ascenseur, le cœur battant. Grand-père avait pensé à tout. Même à la propreté de l'appartement, pour qu'il ne paraisse jamais abandonné. L'appartement 17 était au 4e étage. J'ai ouvert la porte et je suis resté bouche bée. Ce n'était pas un simple appartement. C'était un véritable bijou. Une grande entrée avec une console ancienne et un immense miroir doré. Un salon aux hautes fenêtres donnant sur une cour calme. Une cuisine ultra-moderne. Une chambre avec un lit à baldaquin. Et partout, des livres. Anciens et récents, reliés en cuir ou en papier, en espagnol et en langues étrangères. Des étagères du sol au plafond dans le salon, des piles sur les tables de nuit, même dans la salle de bain il y avait un petit rayon. Grand-père savait mon amour pour les livres. Et il m'avait créé un lieu où je pourrais vraiment me sentir chez moi. Entouré d'histoires, de connaissances, de mondes qui n'attendaient qu'à être découverts. Je parcourais l'appartement, émerveillé. Chaque détail était choisi avec soin. Les meubles anciens côtoyaient les équipements modernes. Les tableaux sur les murs semblaient être des originaux. Dans le vaisselier, j'ai reconnu un service en porcelaine. Celui de la famille, que grand-père avait hérité de sa mère. Dans la chambre, j'ai découvert une armoire remplie de vêtements. Des vêtements pour femmes, à ma taille, dans mon style. Mais bien plus beaux et chers que tout ce que j'aurais pu m'offrir. Des robes de créateurs, des tailleurs en laine fine, des chemisiers en soie, des pulls en cachemire. Dans la salle de bain, sur les étagères, il y avait des produits de beauté de grande marque. Dans un petit placard, j'ai même trouvé les médicaments que je prenais pour mes migraines rares et mes allergies saisonnières. C'était fou. Grand-père ne m'avait pas juste laissé un appartement. Il avait préparé pour moi une vie tout entière. Une vie que je pouvais commencer en franchissant cette porte. Une vie déjà prête, rien que pour moi. Je suis revenu au salon et j'ai vu, sur la table basse, une photo dans un cadre en argent. Dessus, on voyait grand-père et moi, souriant, devant le palais royal de Madrid. Sauf que, je n'avais jamais mis les pieds au palais royal. Et je n'avais jamais pris cette photo avec lui. Une image fabriquée, sans doute grâce aux technologies modernes. À côté de la photo, il y avait une enveloppe. Je l'ai ouverte et à l'intérieur, un mot. Bienvenue chez toi, Victoria. J'espère que tu t'y plairas. Il y a à manger dans le frigo, une bonne bouteille de vin dans le placard. Repose-toi, reprends des forces. Ensuite, décide de ce que tu veux faire. Mais souviens-toi, tu n'es plus seul. Je me suis laissé tomber dans un fauteuil, la gorge serrée. Grand-père, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi m'avoir inventé une autre vie? De qui voulais-tu me protéger? Et comment? Comment as-tu su que j'allais en avoir besoin? Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la cour en bas. Des enfants jouaient sur l'aire de jeu, un vieux couple promenait un petit chien, une jeune mère poussait une poussette. La vie ordinaire, tranquille, sans se soucier de mon monde à moi, qui venait de voler en éclats. Je pouvais rester ici. Devenir Victoria Ramirez. Vivre dans ce bel appartement, profiter de l'argent que grand-père m'avait laissé. Commencer une nouvelle vie, sans Carlos, sans ses insultes, sans ses mensonges. Mais il y avait d'un autre côté à tout ça. Je ne savais pas d'où venait cet argent, ni cet appartement. Je ne savais pas vraiment ce que mon grand-père avait fait dans sa vie secrète. Et je ne savais pas si accepter tout ça ne m'engageait pas dans quelque chose de plus grand, de plus dangereux. Et puis,
Si je devenais Victoria Ramirez, qu'adviendrait-il de Victoria Thompson? De celle que j'avais toujours été? Est-ce qu'elle disparaîtrait? Se dissoudrait dans cette nouvelle identité? Ou resterait-elle là, comme un fantôme du passé? Décide de ce que tu veux faire, avait écrit grand-père. Et je savais que j'allais devoir décider. Mais pas tout de suite. D'abord, je devais souffler, réfléchir à tout ce qui venait d'arriver. J'avais besoin de temps. Et maintenant, au moins, j'avais un endroit pour le prendre. Un endroit que grand-père avait imaginé pour moi. J'ai ouvert le frigo. Comme promis, il y avait de quoi manger. Des produits frais, comme si quelqu'un était allé faire les courses hier ou ce matin. Dans le congélateur, des plats faits maison, rangés dans des boîtes. Paella, poulet rôti, haricots verts mijotés avec du jambon. Mes plats préférés, ceux que maman préparait toujours, et que je faisais depuis qu'elle n'était plus là. J'ai réchauffé un peu de paella, j'ai pris la bouteille de vin dont parlait grand-père. Un grand cru de la Rioja, un vin que je n'aurais jamais pu m'offrir avec mon salaire de bibliothécaire. Assise à cette table, dans cet appartement à la fois familier et inconnu, je me sentais comme Alice au pays des merveilles. Tout était réel et irréel en même temps. À moi, mais pas à moi. Après avoir mangé, j'ai décidé de fouiller l'appartement plus en détail. Peut-être que grand-père avait laissé d'autres indices, d'autres explications. Dans le bureau, une petite pièce remplie de livres, j'ai trouvé un coffre-fort. Bien caché derrière une étagère qui coulissait quand on appuyait sur un livre précis. Le Maître et Marguerite de Bulgakov, mon roman préféré, que j'avais lu et relu tant de fois. Le coffre était fermé, mais j'ai tout de suite compris que le code devait être dans l'enveloppe cachetée que j'avais trouvée dans la boîte de la voiture. Je l'ai ouverte et j'y ai trouvé 6 chiffres, 071554. La date de naissance de grand-père. Jour, mois, année. J'ai tapé le code. La porte s'est ouverte sans bruit. Dedans, j'ai trouvé des dossiers, une autre liasse de billets bien plus grosse que celle dans la voiture et un pistolet. Petit, discret, avec un silencieux. À côté, une boîte de munitions. Je me suis reculé, choqué. Un pistolet? Pourquoi grand-père m'avait-il laissé une arme? Contre qui étais-je censé me défendre? Ou quoi? J'ai pris un des dossiers et je l'ai ouvert. À l'intérieur, des photos. Des dizaines de photos. Et sur la plupart, Carlos, mon mari. Mais pas comme je le connaissais. Avec des gens que je n'avais jamais vus. Dans des endroits où, soi-disant, il n'avait jamais mis les pieds. Carlos sur un yacht, entouré de filles à moitié nues, toutes mannequins. Carlos à la table d'un resto chic avec des hommes en costume hors de prix, qui n'avaient rien à voir avec ses collègues de la banque. Carlos sortant d'un manoir, une mallette à la main. Et là, j'ai senti un frisson glacé. Carlos assis dans un café. En face de lui, Elena. Ma sœur. Ils se tenaient la main, se regardaient comme. C'était clair, aucun doute possible. La date de la photo, il y a 3 ans. Carlos et Elena ensemble, dans mon dos. Je tournais les photos les unes après les autres. Mon ventre se serrait de colère, de douleur, d'un dégoût profond. Carlos et Elena au resto. Dans un parc. Sortant d'un hôtel. S'embrassant dans une voiture. Et puis eux deux. Avec grand-père. Il était assis en face, le visage sérieux, concentré. De quoi parlait-il? Qu'est-ce qu'il y ait mon mari, ma sœur et mon grand-père? Dans un autre dossier, j'ai trouvé des relevés bancaires. Des sommes énormes passaient sur les comptes de Carlos. Bien plus que ce qu'il aurait pu gagner comme simple employé de banque. Des contrats avec des sociétés étrangères, sûrement des écrans pour couvrir autre chose. Des actes de propriété de maison, d'appart en Espagne, en Italie, en France, en Thaïlande. Et des virements réguliers de Carlos vers un compte en Suisse. Un compte au nom d'Elena. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil, la tête bourdonnante. Mon mari et ma sœur. Amants. Partenaires dans je ne sais quelle magouille. Et grand-père savait. Il surveillait. Il a tout consigné. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi m'avoir laissé vivre avec un homme qui me trahissait de la pire des façons? Et là, j'ai repensé à une phrase de sa lettre, ce n'est pas qu'un cadeau. C'est une responsabilité. Ce que tu trouveras changera ta vie, et celle de beaucoup d'autres. Utilise-le avec sagesse. Ce que j'avais sous les yeux pouvait vraiment tout changer. Si ces dossiers disaient vrai, Carlos et Elena étaient trempés dans des affaires louches. Blanchiment d'argent? Fraude fiscale? Ou pire encore? Et grand-père avait tout gardé. Des preuves. Des preuves que j'avais maintenant entre mes mains. Des preuves que je pouvais utiliser. Mais comment? Aller voir la police? Le fisc? Les services secrets? Et après? Prison pour Carlos et Elena? Carrière brisée? Honte publique? Une partie de moi, celle qui saignait encore de leur trahison, le voulait. Elle voulait qu'ils paient pour leurs mensonges, leur trahison, pour toutes ces années où j'avais cru être heureuse en mariage, où j'avais cru que ma sœur, malgré nos différences, me voulait du bien. Mais une autre partie, plus rationnelle, savait que ce n'était pas si simple. Que derrière ces documents et ces photos, il n'y avait plus qu'une simple histoire d'adultère. Grand-père, avec son passé dans les services secrets, ses contacts et ses ressources, n'avait sûrement pas réuni tout ça juste pour me révéler la vraie nature de mon couple. Il voulait que je fasse quelque chose avec ces informations. Quelque chose qui changerait non seulement ta vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres, comme il l'avait écrit.
Mais quoi exactement? Et pourquoi avait-il mis cette responsabilité sur mes épaules? Moi, la femme qui avait toujours évité les conflits, choisi le chemin le plus facile, celle qui n'avait jamais vraiment défendu ses propres intérêts? Peut-être que c'était justement pour ça. Peut-être que c'était sa façon à lui de me forcer à reprendre ma vie en main. À faire un choix basé non pas sur la peur ou la routine, mais sur une vraie décision, consciente et assumée. J'ai refermé le dossier, tout remis dans le coffre, et je l'ai refermé. J'avais besoin de temps. Du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire de ces informations. De cette vie que grand-père m'avait laissée. De cette responsabilité qu'il m'avait confiée. Je suis retourné au salon et je me suis assise près de la fenêtre, regardant Madrid s'illuminer peu à peu. La ville devenait un immense ciel étoilé posé sur terre. Et soudain, un calme étrange m'a envahi. Comme si toutes les pièces du puzzle trouvaient enfin leur place. Comme si le chemin, jusqu'ici caché par la brume, s'éclairait devant moi. Je savais ce que j'allais faire. Je savais quel choix j'allais faire. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur. Merci, grand-père, ai-je murmuré en regardant sa photo posée sur la table. Je ne te décevrai pas. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la sensation de commencer une nouvelle vie. La lumière du soleil baignait la chambre, des oiseaux chantaient dehors, et l'espace d'un instant, j'ai oublié. J'ai oublié la trahison de Carlos et Elena, l'héritage secret de grand-père, le choix qui m'attendait. Puis la réalité est revenue, mais au lieu de la lourdeur à laquelle je m'attendais, je me sentais déterminé. Je savais ce que j'avais à faire. Je savais comment utiliser ce que grand-père m'avait laissé. Je me suis levé, j'ai pris une douche et j'ai enfilé un des costumes élégants que j'avais trouvé dans la garde-robe. Bleu marine, en laine fine, parfaitement coupé. Il m'allait comme s'il avait été fait sur mesure. Ce qui était sûrement le cas. Après le petit déjeuner, j'ai rassemblé les documents et les clés nécessaires, et je suis sorti de l'appartement. Le concierge m'a salué avec un sourire, et je lui ai rendu son sourire, déjà moins hésitante que la veille. « Bonne journée, Victoria », m'a-t-il dit. « À vous aussi », ai-je répondu, surprise par la facilité avec laquelle ces mots étaient sortis. Comme si j'avais toujours été Victoria Ramirez, et non une femme jouant le rôle que son grand-père lui avait écrit. J'ai pris un taxi et j'ai donné l'adresse de la banque où, selon grand-père, se trouvait la consigne. Pendant le trajet dans les rues matinales de Madrid, je pensais à ce que j'allais faire. Aux conséquences possibles. À la banque, on m'a reçu avec tous les égards réservés aux clients importants. J'ai présenté mon passeport, signé quelques documents, et on m'a conduite jusqu'au coffre. Box numéro 237, confirma l'employé en vérifiant mes papiers. C'est bien cela, Victoria. Suivez-moi, s'il vous plaît. Nous avons passé plusieurs contrôles de sécurité. Caméras, scanners, gardes armés. Finalement, nous sommes arrivés dans une grande pièce remplie de rangées de coffres métalliques. L'employé s'est arrêté devant l'un d'eux, a inséré sa clé, puis m'a demandé d'insérer la mienne. Quand vous aurez terminé, appuyez sur ce bouton, dit-il en désignant un bouton rouge sur le mur. Quelqu'un viendra vous chercher. J'ai hoché la tête, et il m'a laissé seul. J'ai ouvert la boîte et j'y ai trouvé une petite mallette métallique. Je l'ai posée sur la table et je l'ai ouverte en entrant le même code que celui du coffre de l'appartement, la date de naissance de grand-père. À l'intérieur, il y avait des dossiers semblables à ceux que j'avais déjà vus. Mais en ouvrant le premier, j'ai compris que leur contenu était tout autre. C'étaient des documents sur des comptes bancaires secrets. Pas ceux de Carlos ou d'Elena, mais ceux de personnalités importantes. Des politiciens, des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires. Des noms que je voyais souvent aux infos. Des gens considérés comme des piliers de la société, des exemples de morale et de patriotisme. Mais ces papiers racontaient une toute autre histoire. Des milliards détournés, des villas luxueuses, des yachts, des jets privés achetés avec de l'argent dont l'origine était plus que douteuse. Toute une machinerie d'offshore, de sociétés écrans, de faux contrats, conçus pour cacher les véritables propriétaires. Et partout, dans ces montages financiers, apparaissaient les noms de Carlos et Elena. Ils n'étaient pas juste amants ou petits escrocs. Ils étaient des pièces centrales dans un vaste réseau de fraude et de blanchiment d'argent, qui dépassait largement les frontières du pays. Mon mari, que je croyais simple employé de banque, était un génie financier qui avait élaboré la plupart de ces montages. Et ma sœur, avec ses contacts internationaux, en assurait l'exécution à l'étranger. Je tournais les pages, les photos, les relevés, pris entre le choc, la colère et une forme d'admiration glacée. Ce qu'ils faisaient était immonde, mais le système qu'ils avaient construit était d'une sophistication incroyable. Mais comment grand-père avait-il eu accès à tout ça? Et pourquoi me le confier à moi? Que voulait-il que j'en fasse? J'ai trouvé la réponse dans le dernier dossier. Une lettre, écrite de sa main ferme et reconnaissable. « Ma chère Victoria », commençait-elle. Si tu lis cette lettre, c'est que tu sais désormais la vérité sur Carlos et Elena. Tu sais qu'ils ne t'ont pas seulement trahi personnellement, mais qu'ils sont impliqués dans des activités qui nuisent à notre pays, à notre peuple. J'aurais pu les arrêter moi-même. J'avais les moyens et les contacts. Mais je ne l'ai pas fait pour une seule raison, parce que je savais que c'était à toi de le faire. Pas pour te venger, Victoria. Pas par haine. Mais parce que tu es la seule, dans toute cette histoire, à avoir toujours agi non par intérêt, mais par simple désir de faire ce qui est juste. Tu as toujours été comme ça.
Gentille, honnête, voyant le meilleur chez les autres. Même quand ils ne le méritaient pas. Même quand ils utilisaient ta bonté contre toi. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Tu peux utiliser ces informations pour les arrêter, mettre fin à leurs agissements, peut-être même les traduire en justice. Ou tu peux simplement tourner la page, commencer une nouvelle vie, oublier ce passé, devenir Victoria Ramirez et vivre libre. Je ne te dirai pas quel choix est le bon. C'est à toi seul de décider. Mais sache que, peu importe la voie que tu choisiras, je suis fier de toi. Fier de la femme que tu es devenue, malgré toutes les épreuves et les trahisons. Et souviens-toi, Victoria, tu es plus forte que tu ne le penses. Plus sage que tu ne le crois. Et tu mérites bien plus que ce que t'a offert ta vie d'avant. Avec tout mon amour, ton grand-père, Pedro Michael. J'ai refermé la lettre, les larmes coulant sur mes joues. Grand-père croyait en moi. Il croyait que je ferais le bon choix. Que je serais capable d'affronter le système que Carlos et Elena avaient construit avec leurs partenaires au placé. Et je ne pouvais pas le décevoir. Je ne pouvais pas simplement partir et commencer une nouvelle vie en laissant intacte une structure qui volait mon pays, mon peuple. J'ai remis tous les documents dans la mallette, je les refermés et replacés dans le coffre. Puis j'ai appuyé sur le bouton pour appeler l'employé. Quand je suis sorti de la banque, la nuit était déjà tombée. J'ai pris un taxi et j'ai donné une adresse. Pas celle de mon nouvel appartement sur l'Avenida de la Paz, mais une autre. L'adresse de la rédaction d'un des plus grands journaux du pays. Celui où travaillait un journaliste connu pour ses enquêtes sur la corruption au plus haut niveau. Je ne savais pas s'il accepterait de me recevoir sans rendez-vous. Je ne savais pas s'il croirait à mon histoire. Je ne savais même pas si j'aurais le courage d'aller jusqu'au bout. Mais je savais une chose. Je n'étais plus la Victoria qui choisissait toujours la solution de facilité. J'étais devenue celle que j'aurais toujours dû être. Forte, déterminée, prête à me battre pour ce que je juge juste. Et quoi qu'il arrive, je ne regretterai pas mon choix. Parce que c'était mon choix. Pas un choix dicté par la peur ou par les circonstances. Un choix fait en pleine conscience, en acceptant les conséquences. Merci, grand-père, murmurai-je en regardant le ciel nocturne de Madrid. Merci de croire en moi. Merci de m'avoir donné la chance de devenir celle que je devais être. Le chauffeur de taxi a sans doute cru que je parlais au téléphone, car il hocha la tête sans se retourner. On est arrivé, dit-il en s'arrêtant devant un immeuble moderne en verre et en béton. La rédaction du journal indépendant. J'ai payé, je suis sorti du taxi et je suis entré, le cœur battant, rempli d'une étrange paix mêlée d'une détermination inébranlable. C'était le début de ma nouvelle vie. Une vie où je n'étais plus une victime des circonstances, mais où je choisissais ma propre destinée. Le journaliste que je venais voir, Esteban Mitchell, était plus jeune que je l'imaginais. À peine 35 ans, des yeux vifs derrière des lunettes tendance, une barbe de 2 jours qui semblait faire partie de son style professionnel. « Victoria Ramirez ?» dit-il en me tendant la main quand sa secrétaire m'introduisit dans son bureau. « Que puis-je faire pour vous ?» Je ne pris pas la peine de tourner autour du pot. Je lui racontai tout ce que j'avais découvert dans les documents du coffre. Le système de blanchiment d'argent, les politiciens impliqués, le rôle de Carlos et d'Elena. Je ne mentionnais pas mon vrai nom, ni le fait que Carlos était mon mari et Elena ma sœur. Cela n'avait aucune importance pour l'enquête, et je ne voulais pas transformer ce dossier sérieux en une histoire de famille sordide. Mitchell m'écoutait attentivement, prenant des notes sans jamais m'interrompre. Son visage ne montrait ni surprise ni scepticisme. Juste la concentration d'un professionnel habitué aux révélations choquantes. « Vous avez des preuves ?» demanda-t-il quand j'eus terminé. « Oui, acquiesçai-je. Mais je ne les ai pas avec moi. Elles sont en lieu sûr. Je suis prête à vous y donner accès si vous acceptez d'enquêter. » Il tapota son stylo contre son carnet, réfléchissant. « C'est dangereux, Victoria, dit-il enfin. Ces gens-là n'aiment pas qu'on fouille dans leurs affaires. Ils se défendront. Et croyez-moi, ils en ont les moyens. Je connais les risques, répondis-je d'un ton calme et ferme. Et je suis prête à les assumer. Pourquoi ? Demanda-t-il en penchant la tête, intrigué. Pourquoi vouloir révéler tout ça ? Qu'est-ce que vous y gagnez ? Je restai silencieuse un instant. Qu'est-ce que j'y gagnais vraiment ? La vengeance contre Carlos et Elena ? La satisfaction de voir la justice triompher ? Le sentiment d'avoir enfin fait quelque chose de bien ? Je ne cherche aucun profit, si c'est ce que vous pensez, finis-je par dire. Je pense simplement que les gens ont le droit de savoir. De savoir qui les dirige. Qui utilise leur argent. Qui parle de patriotisme tout en détournant des milliards. Mitchell me fixa longuement, comme pour percer mon âme. Vous êtes une femme rare, Victoria, dit-il enfin. La plupart auraient vendu ces infos ou s'en seraient servis pour faire chanter. Vous venez voir un journaliste. Quelqu'un qui rendra ces informations publiques, mais qui ne vous rapportera rien. Peut-être que je crois encore que la vérité peut changer le monde, répondis-je avec un léger sourire. Même si ce changement est long et difficile. Bien, dit-il en hochant soudain la tête. Je prends l'affaire. Mais j'aurai besoin de tous les documents. Vous les aurez, dis-je en sortant une clé USB de mon sac. Voici quelques copies pour commencer. Pas tout, mais assez pour que vous compreniez l'ampleur de ce que j'apporte. Il prit la clé, la regarda pensivement. Vous savez que dès que nous publierons, vous serez une cible ? Ils chercheront la source. Et ils vous trouveront. Je le sais,
Acquiesçai-je. Et j'y suis prête. J'ai pris mes précautions. J'espère qu'elles seront suffisantes, dit-il en rangeant la clé dans sa poche. Parce que ce que vous lancez là, ce n'est pas un simple scandale. C'est une déclaration de guerre au plus puissant. Je le sais, répondis-je en me levant. Et je suis prête. Nous convenions des moyens de communication, des précautions de sécurité. Mitchell était un pro, il ne posait pas de questions inutiles sur ma vie. Seul comptaient les faits. En sortant de la rédaction, je sentis que je venais de franchir une ligne invisible. Que j'avais pris une décision qui changerait ma vie, et celle de beaucoup d'autres. Comme grand-père l'avait prédit. Mais je n'avais ni peur ni doute. Seulement la détermination d'aller jusqu'au bout. Et un soulagement étrange, je n'avais plus à faire semblant d'être heureuse. Plus besoin de croire que Carlos et Elena m'aimaient. Plus besoin de vivre une vie que je n'avais pas choisie. Je pris un taxi vers mon nouvel appartement. Cet appartement qui, désormais, me semblait vraiment un chez-moi. Un endroit où je pouvais être moi-même, sans peur ni jugement. Un endroit où je pouvais réfléchir et planifier. Je ne te décevrai pas, grand-père, murmurai-je en regardant les lumières de Madrid. J'irai jusqu'au bout. Et je savais que je tiendrais cette promesse. Peu importe le prix. Les semaines suivantes furent rythmées par des rencontres secrètes avec Mitchell, l'échange de documents et la stratégie de publication. Je m'étais plongé dans ce travail comme si j'avais toujours mené des enquêtes anticorruption, et non passé ma vie à tamponner des livres dans une bibliothèque de province. Mitchell était impressionné par ma compréhension des montages financiers utilisés par Carlos et ses partenaires. Je ne lui expliquais pas que la plupart de ses connaissances me venaient des dossiers laissés par grand-père et de l'apprentissage intensif que j'avais entrepris depuis mon arrivée dans l'appartement de l'Avenida de la Paz. Vous avez un vrai don, Victoria, me dit-il un jour alors que nous analysions un schéma particulièrement complexe impliquant des sociétés offshore. Vous auriez dû travailler dans le renseignement financier. Vous faisiez quoi avant, au juste? Je lui souris sans répondre. Nous étions d'accord dès le début, aucun détail personnel, aucun passé, seulement les faits utiles à l'enquête. Le premier article fut publié un mois après notre rencontre. Mitchell n'y cita ni Carlos ni Elena, il ne nomma personne. Il décrivit simplement le fonctionnement du système, son ampleur, et laissa entendre que des hauts responsables étaient impliqués. Cela suffit pour provoquer un raz-de-marée sur les réseaux sociaux, dans les médias, et jusqu'aux sphères politiques. Certains saluaient un journalisme d'investigation exemplaire, d'autres parlaient d'une attaque commanditée pour nuire au pouvoir. Je suivais les réactions depuis mon appartement, lisant chaque analyse, chaque commentaire. Et j'attendais. J'attendais que Carlos et Elena comprennent que leur empire si soigneusement bâti commençait à se fissurer. Je n'eus pas à attendre longtemps. 3 jours après la publication, Mitchell m'appela. Il s'active, dit-il d'emblée. Il cherche la source de nos informations. Pour l'instant, sans succès. Mais ils n'abandonneront pas. Comment le sais-tu? Demandai-je. J'ai mes sources, répondit-il après un silence. Fais attention, Victoria. Ces gens-là ne tolèrent pas la défaite. Ils feront tout pour se protéger. Je comprends, murmurai-je en fermant les yeux, imaginant le visage de Carlos en découvrant l'article. Sa colère, sa peur, sa détermination à faire taire celui ou celle qui connaissait ses secrets. Je ferai attention. Le même jour, je reçus un autre appel. Numéro inconnu. Je ne répondis pas, mais un message arriva aussitôt. Victoria, il faut qu'on parle. C'est urgent. Elena. Ma sœur. Comment avait-elle eu ce numéro? J'utilisais une nouvelle carte SIM au nom de Victoria Ramirez. Personne de mon ancienne vie n'aurait dû la connaître. Mais j'avais oublié qu'Elena, avec ses contacts et ses ressources, pouvait accéder à des bases de données auxquelles la plupart des gens n'avaient pas accès. Elle avait dû retrouver l'activation d'une ligne au nom trop proche du mien pour n'être qu'une coïncidence. Je ne répondis pas. Je n'étais pas prête à lui faire face. Pas maintenant, alors que l'enquête ne faisait que commencer et que nous n'avions encore rien révélé de vraiment explosif. Mais Elena insista. Les appels continuaient, suivis de messages. Victoria, je sais que c'est toi. Tu ne te rends pas compte dans quoi tu t'es engagé. C'est dangereux, pour nous deux, mais surtout pour toi. J'éteignis le téléphone, décidant de changer de numéro. Mais avant que je n'aie pu le faire, on sonna à la porte. Je m'approchai et regardai par le Judas. Elena. Ma sœur, que je n'avais pas vue depuis les funérailles de grand-père. Celle qui, je le savais désormais, avait trompé ma confiance en couchant avec mon mari et en participant à ses montages financiers. Elle avait l'air bouleversée, nerveuse, loin de la femme sûre d'elle que j'avais toujours connue. Ses cheveux étaient décoiffés, son maquillage avait coulé, et ses yeux regardaient partout, affolés. « Victoria, je sais que tu es là », dit-elle en sonnant encore avant de frapper à la porte. « Ouvre, il faut qu'on parle. C'est très important. » Je restai immobile, retenant mon souffle comme si elle pouvait m'entendre respirer. Je ne voulais pas lui ouvrir. Je ne voulais ni la voir, ni entendre ses excuses ou ses menaces. « Victoria, s'il te plaît », sa voix se brisa. « Je sais que tu es en colère. Tu en as le droit. Mais tu ne comprends pas dans quoi tu t'es embarqué. Ces gens, ils ne plaisantent pas. Ils te tueront si tu continues. » Je ne bougeais pas, mais ces mots éveillèrent un étrange sentiment en moi. Pas la peur. Plutôt un doute. Et si elle disait vrai? Et si, malgré tout, elle se souciait encore un peu de moi?
Ou bien n'était-ce qu'une nouvelle manipulation, utilisant ma naïveté et mon éternelle envie de voir le bien chez les autres? Victoria, je comprends que tu refuses de me voir, continua-t-elle après mon silence. Mais écoute-moi au moins. Ce que tu fais n'est pas qu'une dénonciation de corruption. Tu t'en prends à des gens qui contrôlent des milliards. Ils ont les moyens de te retrouver, où que tu sois. Et ils n'auront aucune pitié. Je m'approchai, posant presque mon front contre la porte, mais sans l'ouvrir. « Qu'est-ce que tu veux, Helena ?» demandai-je enfin d'une voix basse. « Pourquoi tu es venue? Pour me faire peur? Pour me faire arrêter? Pour te protéger, idiote !» cria-t-elle presque, la voix tremblante. « Parce que malgré tout, tu restes ma sœur. Et je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. » Je laissai échapper un petit rire amer. « Me protéger? Et quand tu couchais avec mon mari, tu pensais à moi? Quand vous voliez des milliards ensemble, ça t'inquiétait, ce que je pouvais ressentir. C'est plus compliqué que tu ne le penses, répondit-elle d'une voix soudain lasse. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Ni de la façon dont je t'ai trahi. Mais ce n'est pas le moment de parler de ça. Il s'agit de ta vie, Victoria. Je me tue. Une part de moi voulait ouvrir cette porte et lui parler en face. L'autre avait peur. Et si Carlos était là aussi? Et si c'était un piège? Pars, Victoria, dit-elle avec un mélange de supplication et d'ordre. Quitte le pays. Maintenant, avant qu'ils ne comprennent que c'est toi. Commence une nouvelle vie, ailleurs. En Europe, au Canada. Tu as l'argent, le passeport, tout. Je sursautai. Comment savait-elle pour ma nouvelle identité? Pour l'argent que grand-père m'avait laissé? Pour ce passeport au nom de Victoria Ramirez? Comment tu sais ça? Demandai-je, incapable de cacher ma surprise. Grand-père, répondit-elle simplement. Il m'en a parlé. Avant de mourir. Il m'a dit qu'il t'avait laissé une porte de sortie. Au cas où tout tournerait mal. Je restai silencieuse, tentant de comprendre. Grand-père lui avait tout dit. Pourquoi? Ne craignait-il pas qu'elle s'en serve contre moi? Ou bien, était-ce son moyen de lui offrir une chance de se racheter, en me protégeant quand viendrait le moment? Écoute-moi, Victoria, dit Helena d'une voix plus ferme. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et tu as toutes les raisons de ne pas le faire. Mais crois-moi sur une chose, tu es en danger. Et plus tu restes ici, plus le risque grandit. Je fermai les yeux, essayant de réfléchir. Que devais-je faire? Faire confiance à ma sœur, qui m'avait trahi tant d'années. Ou écouter cette petite voix en moi qui murmurait qu'elle avait peut-être raison. Que j'étais vraiment en danger et que partir, au moins temporairement, était peut-être la meilleure solution. Je ne partirai pas, finis-je par dire. Pas maintenant, alors que nous venons tout juste de commencer l'enquête. Pas maintenant, alors qu'il y a tant en jeu. Putain, Victoria! S'écria Helena en frappant la porte du poing. Tu as toujours été têtue, mais là, ça pourrait te coûter la vie. Ces gens-là ne plaisantent pas. Ils ont déjà tué pour moins que ça. Alors pourquoi tu travailles pour eux? Demandai-je. Pourquoi tu les aides à sortir l'argent du pays, à voler ton propre peuple? Helena resta silencieuse si longtemps que je crus qu'elle était partie. Mais j'entendis alors sa voix, un murmure à peine audible. Parce que je n'avais pas le choix. J'ai fait une erreur, il y a longtemps, et depuis, je paie pour ça. Mais toi, tu as le choix, Victoria. Et je t'en supplie, choisis la vie. Je rouvris la porte, incapable de continuer cette conversation à travers le bois. Helena se tenait là, le visage ravagé par les larmes, les yeux cernés, avec une expression d'inquiétude sincère. Entre, lui dis-je en me poussant pour la laisser passer. Raconte-moi tout. Depuis le début. Nous étions assises à la cuisine, buvant du thé, et Helena me raconta. Comment elle avait commencé à travailler pour une entreprise internationale, comment sa carrière avait décollé, et comment elle avait attiré l'attention de gens qui lui avaient proposé un travail spécial. Un travail qu'on ne pouvait refuser si on voulait garder non seulement sa carrière, mais aussi sa vie. Elle me parla aussi de Carlos. Leur rencontre n'avait rien eu de fortuit, ces gens avaient organisé leur rencontre. Carlos travaillait déjà pour eux, créant des montages financiers complexes, et ils avaient besoin de quelqu'un comme Helena, avec ses contacts à l'étranger, pour faire aboutir leur projet. Je ne savais pas qu'il était ton mari quand on me l'a présenté, avoua-t-elle en baissant les yeux. Je connaissais juste son nom et son métier. Et après, quand j'ai compris, il était trop tard pour reculer. Trop tard pour reculer? Répétais-je, incrédule. Tu as eu une relation avec mon mari dans mon dos pendant 3 ans, Helena. 3 ans. Et pendant tout ce temps, tu me regardais en face, tu venais chez nous, tu acceptais mes cadeaux d'anniversaire. Comment tu as pu? Helena serra sa tasse si fort que ses jointures blanchirent. Je n'en suis pas fière, Victoria, dit-elle d'une voix tremblante. Mais tu ne comprends pas comment ça marche. Dès que tu acceptes un premier deal, ils ont un moyen de pression sur toi. Un dossier, un secret. Et à chaque fois, les enjeux augmentent. Et Carlos? Lui aussi était forcé? Ou il faisait tout ça de son plein gré? Helena eut un petit rire amer. Carlos? C'est lui qui a imaginé presque tout le système. Un génie de la finance, comme il l'appelle. Il sait blanchir de l'argent mieux que quiconque. Même les meilleurs auditeurs n'y voient que du feu. Je sentis un vide glacé m'envahir. 15 ans de vie commune avec un homme que je ne connaissais pas vraiment. Et notre mariage? C'était aussi prévu?
Elle détourna les yeux, un geste plus éloquent que n'importe quelle réponse. Au début. Oui, finit-elle par avouer. Ils avaient besoin d'une couverture pour Carlos. Un homme marié, respectable, un bon époux. Et toi, tu étais parfaite pour ce rôle. Discrète, douce, sans question. Et après? Après? Je ne sais pas, Victoria, dit-elle en haussant les épaules. Je pense qu'il s'est attaché à toi. À sa manière. Autant qu'un homme comme lui peut s'attacher à quelqu'un. Je restai silencieuse, digérant ces mots. Mon mariage, que je croyais réel malgré ses défauts, n'était qu'une couverture. Et ma sœur, que j'aimais malgré tout, était complice de ce mensonge. Pourquoi tu es venue, Elena? Demandai-je enfin. Pour vraiment me prévenir? Ou pour vérifier que c'est bien moi qui ai donné les infos aux journalistes? Je suis venue parce que je m'inquiète pour toi, dit-elle, les larmes aux yeux. Parce que malgré tout, tu es ma sœur. Et je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Comment tu as su que c'était moi? Que j'étais derrière les articles de Mitchell? Je n'avais aucun doute, répondit-elle en haussant les épaules. Après ton départ, après que Carlos t'a mise dehors. Et puis, ces publications avec des infos que seul un tout petit cercle de personnes connaissait. Et puis, Carlos. Il ne soupçonne rien. Il pense que la fuite vient de ses partenaires ou de concurrents. Pas de toi. Et tu ne lui as rien dit? Non, secoua-t-elle la tête. Et je ne lui dirai pas. Mais Victoria, il y a d'autres personnes. Bien plus puissantes et dangereuses que Carlos. Et tôt ou tard, elles remonteront jusqu'à toi. Je me levai, m'approchai de la fenêtre et regardai Madrid, illuminée dans la nuit. Une ville qui avait toujours semblé paisible, stable. Une illusion à laquelle j'avais cru si longtemps. Je ne m'arrêterai pas, Elena, dis-je calmement, sans me retourner. Pas maintenant que tout commence à peine. Pas maintenant qu'il y a une chance de rendre justice. Justice? Elena eut un rire triste. Tu crois vraiment qu'un ou deux articles peuvent détruire un système bâti depuis des décennies? Un système protégé par tout l'appareil d'État? Je ne sais pas, répondis-je en me retournant. Mais je dois essayer. Pour grand-père, qui croyait en moi. Pour moi-même, qui ai trop longtemps laissé les autres décider à ma place. Elena me regardait avec un mélange d'admiration, de peur et de tristesse. Tu as changé, Victoria, dit-elle doucement. Avant, tu n'étais pas comme ça. Avant, je ne savais pas de quoi j'étais capable, souris-je, surprise moi-même par mon calme. Avant, je n'étais qu'une ombre. La tienne, celle de Carlos, même celle de grand-père. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon chemin. Elena se leva, vint vers moi et me prit les mains. J'ai peur pour toi, Victoria, dit-elle, la voix tremblante. Ces gens, ils ne reculeront devant rien. Je sais, répondis-je en serrant ses mains. Et je suis prête. J'ai de la protection. L'héritage de grand-père? Dit-elle avec un sourire triste. Il a toujours cru en toi plus qu'en moi. Il voyait quelque chose en toi que personne d'autre ne voyait. Il croyait en nous deux, secouai-je la tête. Il voyait ta force, ton ambition. Et en moi, il voyait la capacité de résister à ce qui semble impossible à vaincre. Et maintenant? Demanda Elena. Qu'est-ce que tu vas faire? Continuer ce que j'ai commencé, dis-je en lâchant ses mains et en me dirigeant vers la table où étaient posés les documents pour mon prochain rendez-vous avec Mitchell. Publier ces informations. Les rendre publiques. Que les gens sachent qui dirigent vraiment leur pays, leur économie, leur vie. C'est dangereux, Victoria, secoua la tête Elena. Ils te retrouveront. Qu'ils essaient, répondis-je en haussant les épaules. Je ne suis plus la petite bibliothécaire naïve qu'on pouvait intimider. J'ai des ressources, des connaissances, du soutien. Et je n'ai plus peur. Elena me regarda longtemps, comme si elle me voyait pour la première fois. Puis elle hocha la tête, comme si elle acceptait ma décision. Alors laisse-moi t'aider, dit-elle soudain. J'ai accès à des informations que tu n'as pas. Des noms, des dates, des montants, des comptes bancaires. Tout ce qui pourrait rendre tes publications encore plus solides. Je restai immobile, n'en croyant pas mes oreilles. Elena, qui avait toujours fait partie du système, me proposait de devenir informatrice? De risquer sa carrière, sa sécurité, voire sa vie? Pourquoi? Demandai-je sans cacher ma méfiance. Pourquoi tu veux m'aider? Pourquoi maintenant? Parce que tu es ma sœur, répondit-elle simplement. Et parce que, peut-être que c'est ma seule chance de faire quelque chose de bien. Après toutes ces années à faire ce qu'on attendait de moi, et non ce que je pensais juste. Je la regardai, cherchant derrière ces mots un motif caché, un piège, une nouvelle manipulation. Mais je ne vis qu'une femme épuisée, qui, peut-être pour la première fois depuis longtemps, parlait sincèrement. Je vais y réfléchir, dis-je enfin. Mais pas maintenant. Il me faut du temps. Bien sûr, acquiesça Elena. Je comprends. Sache simplement que ma proposition tient toujours. Quand tu seras prête. Si tu le es un jour. Fais-moi signe. Elle sortit une carte de visite de son sac et la posa sur la table. C'est mon nouveau numéro. Ligne sécurisée. Tu peux appeler à tout moment. Je pris la carte, la tournai entre mes doigts sans savoir quoi dire. Une part de moi voulait croire Elena, croire qu'après toutes ces années de mensonges et de trahison, il restait en elle quelque chose de fraternel. L'autre part craignait qu'il ne s'agisse que d'un nouveau piège, d'une énième manipulation. Merci, dis-je enfin en glissant la carte dans ma poche. Je te contacterai quand je serai prête.
Elena hocha la tête, comprenant que c'était le maximum qu'elle pouvait espérer pour l'instant. Elle se leva pour partir. « Fais attention à toi, Victoria, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Ils n'hésiteront devant rien. » « Je sais, répondis-je avec un sourire rempli d'une assurance qui m'était encore étrangère il y a peu. Et je suis prête. Après son départ, je restai longtemps assise en silence, repensant à notre conversation. Pouvais-je lui faire confiance? Après tout ce qu'elle avait fait? Après toutes ces années de mensonges et de trahison? Mais une autre question me hantait encore plus. Pouvais-je me permettre de refuser son aide? Ces informations pouvaient rendre notre enquête encore plus puissante, irréfutable. Elles pouvaient faire tomber un système entier. Je n'avais pas de réponse. Pas encore. Mais je savais une chose, je devais continuer ce que j'avais commencé. Continuer à révéler la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Avec cette certitude, je me remis à préparer ma prochaine rencontre avec Mitchell. Nous avions encore beaucoup de travail. Les semaines suivantes furent intenses. Les nouvelles publications de Mitchell provoquaient un véritable raz-de-marée. Les réseaux sociaux bouillonnaient, les analystes politiques commentaient, même les chaînes d'État, qui d'habitude évitaient ce genre de sujet, furent obligées de réagir. Bien sûr, en accusant ces enquêtes d'être des manipulations étrangères visant à discréditer le pays. J'observais tout cela depuis mon appartement sur l'avenida de La Paz, continuant d'analyser les documents, de préparer les prochains dossiers, de coordonner chaque étape avec Mitchell. Et tout ce temps, je repensais à la proposition d'Elena. Elle pouvait nous donner encore plus de preuves, rendre nos révélations incontestables. Je ne l'avais pas appelée. Je n'étais pas prête, je n'étais pas sûr de pouvoir lui faire confiance. Mais je savais qu'un jour, je devrais prendre cette décision. Et qu'elle pourrait changer non seulement l'issue de notre enquête, mais aussi ma vie. Je venais de terminer un dossier pour Mitchell quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je ne répondis pas, mais un message arriva immédiatement. Mais les infos. N'importe quelle chaîne. Vite. Mon cœur s'accéléra. J'allumai la télé et mis une chaîne d'infos. Je restai figé devant l'écran. Carlos. Mon mari. Mon ex-mari. Il était là, entouré de policiers, assailli par les journalistes. Les caméras crépitaient, les micros se tendaient vers lui. En bas de l'écran, le bandeau affichait « Arrestation du directeur financier d'une grande entreprise énergétique. Suspecté d'avoir organisé un vaste détournement de fonds. » Je n'en croyais pas mes yeux. Carlos, arrêté? Mais comment? Pourquoi? Notre enquête n'en était pas encore à ce stade, nous n'avions pas révélé de nom. Le téléphone sonna de nouveau. Même numéro. Je décrochai. « Elena ?» demandai-je sans quitter l'écran des yeux, alors qu'on le faisait monter dans la voiture de police. « Tu vois ?» dit-elle d'une voix tendue. « Ils l'ont arrêté. Lui et d'autres de notre équipe. Comment c'est arrivé? » Je n'arrivais pas à comprendre. Ce n'est pas lié à nos publications, on n'a pas encore donné de nom. Bien sûr que non, dit-elle avec amertume. C'est un règlement de compte interne. Quelqu'un là-haut a décidé que Carlos et ses hommes devenaient trop gourmands. Ils ont voulu leur rappeler qui commande. Mais, c'est une bonne chose, non? J'essayais de comprendre. Ils vont être jugés, condamnés. Tu ne comprends pas, Victoria, me coupa-t-elle. Ce n'est pas la justice. C'est juste une démonstration de force. Ils resteront un peu en détention, paieront des amendes, rendront peut-être une partie de l'argent. Puis tout reprendra comme avant, juste avec d'autres personnes au même poste. Alors pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce que ça change? Parce que, dit-elle après une pause, comme pour trouver ses mots, parce que maintenant, c'est ton tour, Victoria. Ils vont chercher d'où vient la fuite. Et quand ils trouveront. Et crois-moi, ils finiront par trouver. Ton sort sera bien pire que celui de Carlos. Un frisson me parcourut, non pas de peur, mais de lucidité. Le jeu venait de changer. Les enjeux montaient, et je devais être prête à en assumer les conséquences. « Que proposes-tu » demandai-je, déjà certaine de sa réponse. « La même chose que la dernière fois. Pars. Maintenant, tant que tu en as encore la possibilité. Commence une nouvelle vie, quelque part où ils ne pourront pas te retrouver. » Je restai silencieuse, réfléchissant à ces mots. Partir. Tout abandonner. Laisser inachevé ce que j'avais commencé, cette enquête qui était devenue bien plus pour moi qu'un simple travail. C'était ma mission. Ma façon de rétablir la justice, de venger la trahison, de prouver que je n'étais pas cette femme faible et dépendante que tout le monde croyait connaître. Je ne peux pas, Elena, dis-je enfin. Pas maintenant, alors que nous sommes si près du but. Pas maintenant, alors qu'il y a une chance pour que la vérité éclate au grand jour. Bon sang, Victoria, tu as toujours été têtue, mais là, ça pourrait te coûter la vie. Répondit-elle d'une voix désespérée. Ces gens-là ne plaisantent pas. Ils ont déjà tué pour moins que ça. Je connais les risques, répondis-je calmement, moi-même surprise de ma sérénité. Et je suis prête à les accepter. Pour grand-père, qui croyait en moi. Pour moi, qui ai trop longtemps laissé les autres décider à ma place. Elena resta silencieuse si longtemps que je crus que la ligne avait été coupée. Puis j'entendis son soupir, presque imperceptible. « Il faut qu'on se voie, dit-elle enfin. Tout de suite. J'ai des informations qui peuvent t'aider. Des informations qui rendront ton enquête incontestable. » J'hésitais. Lui faire confiance?
Après tout ce qui s'était passé? Et si c'était un piège? Et si elle travaillait pour ces mêmes gens qu'elle prétendait me mettre en garde? Mais si elle disait vrai? Si c'était ma seule chance de mener cette histoire jusqu'au bout avant qu'il ne me retrouve? D'accord, dis-je enfin. Où et quand? Au parc du Retiro. Près de l'étang, à côté de chez toi. Dans 1 heure. Viens seul. D'accord, répondis-je en hochant la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. J'y serai. Je raccrochai, sentant en moi un mélange étrange de peur et de détermination. Je ne savais pas ce qui m'attendait au parc. Une aide sincère de ma sœur ou un piège tendu par ceux qui voulaient me faire taire. Mais je savais que je devais y aller. Savoir ce qu'Elena avait à me dire. Saisir chaque occasion de terminer ce que j'avais commencé. J'ouvris le coffre-fort et en sortis le pistolet que grand-père m'avait laissé. Je vérifiai qu'il était chargé et le glissai dans la poche de mon manteau. Puis je pris les documents les plus importants, ceux que je n'avais pas encore remis à Mitchell, et les mis dans mon sac. Après réflexion, j'écrivis un mot que je scellai dans une enveloppe. Au cas où il m'arriverait quelque chose. Au cas où ce rendez-vous avec Elena serait un guet-apens. Je quittai l'appartement, saluai le concierge qui me sourit poliment en retour, et me dirigeai vers le parc. Il faisait froid, un de ces soirs d'automne où la pluie tombe fine et persistante. Je relevai le col de mon manteau pour me protéger du vent et accélérai le pas. Le parc était presque désert. Les rares passants pressaient le pas sans prêter attention à la femme solitaire que j'étais, marchant d'un pas rapide et déterminé. J'arrivai à l'endroit convenu, un banc près du petit étang où Elena m'avait donné rendez-vous. Elle n'était pas encore là. Je m'assis, essayant d'avoir l'air détendu, mais mes sens étaient en alerte maximale. Je remarquai chaque mouvement, chaque bruit, chaque ombre. 10 minutes passèrent. 15. Elena n'arrivait pas. Je commençai à m'inquiéter. Et si elle ne venait pas? Et si c'était juste un moyen de me faire sortir de mon appartement sécurisé? Et si, en cet instant même, quelqu'un m'observait, prêt à frapper? J'étais sur le point de partir quand j'aperçus sa silhouette, marchant vite sur l'allée. Elena. Elle avait l'air tendue, jetant sans cesse des regards derrière elle comme pour vérifier qu'elle n'était pas suivie. Désolée pour le retard, dit-elle en arrivant. Je devais être sûr que personne ne me suivait. Et? Tu es sûr? Demandai-je d'une voix où transparaissait mon sarcasme. Autant que possible, répondit-elle en s'asseyant à côté de moi. Elle posa entre nous une petite chemise cartonnée. Là-dedans, tu trouveras tout. Les noms, les dates, les montants, les comptes bancaires. La preuve que ce réseau ne servait pas seulement à enrichir quelques personnes, mais aussi à financer d'autres projets. Quels projets? Demandai-je en prenant la chemise sans l'ouvrir. Des projets politiques, répondit Elena, sa voix réduite à un murmure. Déstabilisation de pays voisins, corruption de hauts fonctionnaires, financement de mouvements radicaux. Tout ce que les autorités nient officiellement au plus haut niveau. Je sentis mon cœur battre plus fort. Si ce qu'elle disait était vrai, il ne s'agissait pas seulement de corruption, mais de crimes d'État à l'échelle internationale. D'où tu tiens ces informations? Demandai-je sans ouvrir la chemise. Du même endroit que grand-père, dit-elle avec un sourire triste. J'étais sa petite fille moi aussi, tu te souviens? Il me préparait aussi. À sa manière. Je la regardais sans comprendre. Grand-père préparait Elena? Comme il l'avait fait pour moi? Mais pourquoi? Dans quel but? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Dit-elle en secouant la tête. Grand-père n'était pas seulement un ancien agent à la retraite, qui voulait rétablir la justice. Il faisait partie d'un système. D'un système qui existe depuis des décennies, qui survit à tous les gouvernements, à tous les régimes, à toutes les idéologies. De quoi tu parles? Demandai-je, perdu. Je parle du fait que notre grand-père ne travaillait pas uniquement pour son pays, Victoria. Il travaillait pour une organisation qui est au-dessus des pays, au-dessus des gouvernements. Une organisation qui veille à l'équilibre des forces, pour qu'aucun camp ne devienne trop puissant, trop d'influx. Je restais silencieuse, essayant de comprendre. Cela ressemblait à un roman d'espionnage, à une théorie complotiste. Mais si c'était vrai? Si grand-père faisait vraiment partie d'une telle organisation? Qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Pour mon enquête? Pour ma sécurité? Et toi, tu travailles aussi pour cette organisation? Demandai-je enfin. C'est pour ça que tu as été placé dans ce réseau? C'est pour ça que tu m'aides aujourd'hui? Pas exactement, répondit Elena en secouant la tête. J'ai été recruté, oui. Mais pas pour dénoncer ce réseau, pour le contrôler. Pour être sûr que l'argent allait là où il fallait, dans les bonnes proportions. Là où il fallait, répétai-je, sentant la colère monter en moi. Tu parles de déstabiliser des pays, de corrompre des gouvernements, de financer des extrémistes. Comment ça peut être là où il faut? Le monde est plus complexe que tu ne le penses, Victoria, répondit-elle calmement. Parfois, il faut choisir entre deux mots. Et parfois, il faut être soi-même un des mots pour pouvoir le contrôler, le limiter, le diriger. Je la regardais sans la reconnaître. Cette femme sûre d'elle, cynique, parlant de contrôler le mal, de choisir entre deux horreurs. Était-ce la même Elena avec qui j'avais grandi? Ou bien, comme mon mariage avec Carlos, n'avait-elle toujours été qu'une illusion? Et maintenant? Demandai-je, serrant la chemise contre moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces informations? Utilise-les, répondit simplement Elena. Publie-les.
Que les gens sachent ce qui se passe vraiment dans leur pays, dans le monde. Mais ça va à l'encontre des intérêts de ton organisation, non? Ils ne voudront jamais que ça sorte au grand jour. Elena eut un faible sourire. Parfois, la seule façon de contrôler le système, c'est de l'exposer au grand jour. De le forcer à s'adapter, à changer, à devenir plus responsable. J'ouvris la chemise et parcourus quelques pages. Des documents, des photos, des relevés bancaires. Tout ce qu'il fallait pour un scandale journalistique retentissant. Tout ce qui pouvait changer non seulement ma vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. Et toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Demandai-je en refermant la chemise. Si je publie ça, si la vérité éclate, qu'est-ce qui t'arrivera? Je ne sais pas, répondit Elena en haussant les épaules. Peut-être qu'ils me rappelleront. Peut-être qu'ils m'enverront sur une autre mission. Peut-être. Elle s'interrompit. Peut-être qu'ils m'élimineront comme témoin gênant, terminai-je pour elle. C'est possible, acquiesça-t-elle avec un calme surprenant. Mais j'ai accepté ce risque. Tout comme toi. Nous restâmes assis en silence, chacune perdue dans ses pensées. Je pensais à grand-père, à sa vie secrète, à ce qu'il m'avait laissé. À la voiture dans le garage, à l'appartement à Madrid, aux documents qu'il avait cachés pour moi. Je pensais à Carlos, à notre mariage qui n'avait été qu'un mensonge, une couverture pour ses activités clandestines. Je pensais à Elena, à sa double, voire triple vie, et à son rôle dans toute cette histoire. Et je pensais à moi. À cette femme qui s'était toujours crue faible, dépendante, incapable de prendre de grandes décisions. À cette femme qui, en quelques semaines, était devenue méconnaissable. Qui avait trouvé la force de tenir tête à un système que tout le monde pensait invincible. Qui avait trouvé sa place dans un monde qui lui avait toujours semblé trop complexe, trop dur. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda enfin Elena, brisant le silence. Ce que je dois faire, répondis-je en la regardant droit dans les yeux. Ce pourquoi grand-père m'a laissé tout ça. Ce pourquoi il m'a préparé, même s'il ne s'en rendait pas compte. Elena hocha la tête, comme si elle s'attendait exactement à cette réponse. Alors tu dois y aller, dit-elle en se levant. Et vite. Le temps presse. Où? Demandai-je en me levant à mon tour, serrant la chemise contre moi. Voir ton journaliste. Lui donner ses documents. Et après? Disparaître. Au moins pour un temps, jusqu'à ce que tout se calme. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai mes propres plans, dit-elle en souriant mystérieusement. Ne t'inquiète pas pour moi, Victoria. J'ai toujours su me débrouiller. Elle me tendit la main et, après une seconde d'hésitation, je la serrai. Malgré tout, malgré ses trahisons et ses mensonges, elle restait ma sœur. La femme avec qui j'avais grandi, partageait mes secrets d'enfant, mes rêves d'adolescente, nos fêtes de famille. Bonne chance, Victoria, dit-elle en lâchant ma main. J'espère qu'on se reverra. Dans de meilleurs jours. Bonne chance à toi aussi, Elena, répondis-je. Et merci. Pour ton aide. Pour la vérité. Pour tout. Elle hocha la tête, se retourna et s'éloigna rapidement sur l'allée, disparaissant bientôt de ma vue. Je restai là, serrant la chemise remplie de documents qui pouvaient bouleverser non seulement ma vie, mais aussi celle de tant d'autres. Je savais que je devais agir vite. Je savais que le temps m'était compté, que le danger grandissait à chaque minute. Je savais que je devais rejoindre Mitchell, lui remettre ses preuves, puis disparaître. Au moins pour un temps, jusqu'à ce que les choses se tassent. Mais avant de partir, je regardai encore une fois l'endroit où Elena s'était assise quelques instants plus tôt. Et je ressentis un étrange sentiment de paix. Comme si un chapitre important de ma vie venait de se fermer, et que j'étais prête à affronter le suivant. Peu importe sa difficulté, peu importe le danger. Merci, grand-père, murmurai-je en levant les yeux vers le ciel du soir. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir préparé à ce moment. Merci de m'avoir donné la chance de devenir celle que j'aurais toujours dû être. Et sur ces mots, je me retournai et m'éloignai d'un pas rapide vers ma nouvelle vie. Je ne partis pas directement voir Mitchell. Je rentrai d'abord à l'appartement, rassemblai mes affaires les plus importantes, mes papiers, mon argent. Tout ce dont j'aurais besoin dans les jours et semaines à venir. Tout ce que je pouvais emporter sans attirer l'attention. Puis j'appelai Mitchell et nous convînmes d'un rendez-vous. Pas à la rédaction, où on pouvait nous voir, mais dans un petit café en périphérie de la ville. Un endroit où nous pourrions parler tranquillement, sans craindre d'être écoutés ou suivis. Mitchell m'attendait à une table près de la fenêtre, comme toujours avec son carnet et son stylo, prêt à tout noter, analyser, questionner. Il me fit un signe de tête quand j'entrai, et je remarquai dans son regard quelque chose de nouveau. Pas seulement de la curiosité professionnelle, mais une véritable inquiétude. « Vous avez vu les infos ?» demanda-t-il quand je m'assis en face de lui. « L'arrestation de Carlos et de ses collègues ?» J'acquiesçai. « Oui, j'ai vu. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais vous voir. » Je posai la chemise sur la table. « Voici tout ce qu'il vous faut pour boucler l'enquête. Des noms, des dates, des montants, des preuves. Tout ce qui montrera que l'arrestation de Carlos et des autres n'est que la partie émergée de l'iceberg. » Mitchell ouvrit la chemise, parcourut quelques pages. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent de concentration. « C'est énorme, dit-il enfin. Mais c'est aussi extrêmement dangereux. Si tout ça est vrai. Si ce sont vraiment des preuves d'une implication de l'État dans des opérations financières internationales.
dans la déstabilisation de pays voisins, dans la corruption de fonctionnaires étrangers. C'est vrai, le coupez-je. Chaque mot, chaque chiffre. Et c'est exactement ce que le public doit savoir. Mitchell me regarda longuement. Vous réalisez que publier tout ça, ce n'est pas juste un article. C'est une bombe politique. Une bombe qui peut faire exploser non seulement la carrière de quelques dirigeants, mais aussi les relations internationales, l'économie, les alliances politiques. Je le sais, répondis-je en hochant la tête. Et j'accepte les conséquences. Êtes-vous sûr ? Demanda-t-il en se penchant vers moi. Parce que les conséquences pourraient être graves. Très graves. Pas seulement pour ceux qui sont nommés ici, mais pour vous. Pour moi. Pour tous ceux qui seront liés à cette publication. Je réfléchis. Était-ce que j'étais prête ? Prête à ce que ma vie change à jamais ? Prête à devenir la cible de gens prêts à tout pour protéger leurs secrets ? Prête à tout perdre ? Ma liberté, ma sécurité, peut-être même ma vie ? Puis je pensais à grand-père, à sa foi en moi, à sa lettre. Tu es plus forte que tu ne le penses. Plus sage que tu ne le crois. Et tu mérites bien plus que ce que ta vie d'avant t'a offert. Je suis prête, dis-je d'une voix ferme. Parce que la vérité est plus importante que la peur. Parce que se taire, c'est devenir complice. Parce que parfois il faut tout risquer pour changer quelque chose en mieux. Mitchell me fixa longuement, comme s'il cherchait quelque chose au fond de moi, derrière mes mots, derrière ma détermination. Puis il hocha la tête, comme s'il venait de prendre une décision. D'accord, dit-il en refermant la chemise avant de la glisser dans la poche intérieure de sa veste. Je vais publier tout ça. Mais pas tout d'un coup. Petit à petit, pour maximiser l'impact, pour laisser aux gens le temps d'assimiler chaque révélation avant la suivante. Comme vous voulez, acquiescez-je. Vous êtes le professionnel, vous savez mieux que moi comment présenter ces informations. Et vous, que comptez-vous faire ? Demanda-t-il en me fixant attentivement. Une fois que nous commencerons les publications ? Une fois qu'ils chercheront la source de la fuite ? Je disparaîtrai, répondis-je avec un sourire. Pour un temps. Jusqu'à ce que tout se calme. Disparaître ? Il haussa un sourcil. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Surtout quand ce sont des gens aux ressources illimitées qui vous poursuivent. J'ai mes propres ressources, pensai-je en songeant à l'appartement de l'Avenida de la Paz, à l'argent laissé par mon grand-père, à mon passeport au nom de Victoria Ramirez. Et mes méthodes. J'espère qu'elles seront efficaces, dit Mitchell en se levant. Parce que ce que nous allons faire revient à déclarer la guerre à certains des hommes les plus puissants du pays. Je le sais, dis-je en me levant aussi. Et je suis prête à livrer cette guerre. Nous nous serrâmes la main, échangeâmes nos méthodes de contact et discutâmes des mesures de sécurité. Mitchell était un pro, il savait protéger ses sources et réduire les risques pour toutes les personnes impliquées. Je quittai le café en ayant la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. D'avoir honoré ma dette envers mon grand-père, envers moi-même, envers la vérité. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que je ne regretterais pas ma décision. Il ne me restait plus qu'une chose à faire, disparaître. Devenir Victoria Ramirez, une femme sans passé, sans attache, sans faille. Une femme que personne ne pourrait retrouver, arrêter ou faire taire. Je retournai à l'appartement de l'Avenida de la Paz, rassemblai mes dernières affaires et fermai la porte derrière moi. Je descendis au parking souterrain et trouvai la place 42 où, selon mon grand-père, une autre de ses voitures m'attendait. Ce n'était pas une vieille voiture de collection comme celle du garage, mais une voiture moderne. Une BMW noire aux vitres teintées, avec des plaques que je savais légales mais impossibles à relier à moi. Je m'assis au volant, démarrai le moteur et, pour la première fois depuis longtemps, je ressentis une étrange paix. Comme si toutes les pièces du puzzle s'étaient enfin mises en place. Comme si toutes les routes, toutes les décisions, tous les choix que j'avais faits m'avaient conduite à cet instant précis. À l'instant où je devenais enfin celle que j'aurais toujours dû être. Forte, déterminée, prête à me battre pour ce que je crois juste. Je sortis du parking et rejoignis la circulation, prenant la route hors de la ville. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce qui m'attendait. Je savais seulement une chose, jamais plus je ne serais cette Victoria qui choisissait toujours la solution de facilité. Celle qui se laissait porter par le courant, laissant les autres décider à sa place. J'étais une nouvelle Victoria. Une femme qui trace elle-même son chemin. Une femme qui n'a pas peur des conséquences de ses choix. Une femme prête à se battre pour la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et avec cette pensée, je continuai ma route. Vers une nouvelle vie, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités. Vers un avenir que je pouvais enfin façonner moi-même. 5 ans ont passé depuis ce jour où j'ai quitté Madrid, laissant derrière moi mon ancienne vie, mon ancien nom, mon ancien moi. 5 ans qui ont changé non seulement ma vie, mais aussi celle du pays, et le monde dans lequel nous vivons. La publication des documents que j'avais remis à Mitchell fut une véritable bombe politique. Chaque nouvel article, chaque nouvelle révélation provoquait un raz-de-marée d'indignation, de débats et d'appels à des enquêtes. Au début, les autorités tentaient d'ignorer ces publications, les qualifiant de faux, d'attaques commanditées, de tentatives pour discréditer le pays. Mais bientôt, quand les preuves devinrent trop accablantes et que la communauté internationale exigea des explications, leur stratégie changea. Les arrestations commencèrent. D'abord des exécutants de second rang, puis des personnes haut placées. Carlos, initialement arrêté pour un délit mineur,
fut bientôt inculpé pour des crimes bien plus graves, haute trahison, participation à un réseau criminel international, blanchiment d'argent à grande échelle. Son procès eut lieu à huis clos, sans que la presse n'en obtienne le moindre détail. Mais les rumeurs disaient qu'il avait collaboré avec la justice, donné des noms, des dates, des montants. Et grâce à ses aveux, d'autres furent arrêtés. Des hauts fonctionnaires, des oligarques, des dirigeants de grandes entreprises publiques. Je n'eus plus jamais de nouvelles d'Elena. Parfois, j'apercevais son visage dans une foule, dans le reflet d'une vitrine, chez une passante. Mais ce n'était qu'une illusion, un jeu de mon imagination. Ma sœur avait disparu aussi discrètement que moi. Peut-être que l'organisation dont elle parlait l'avait rappelée. Peut-être qu'elle se cachait, par peur de représailles. Ou peut-être qu'elle n'était plus en vie. Je préférais ne pas y penser. Je me concentrais sur ma nouvelle vie, sur ce que je faisais, sur celle que j'étais devenue. Après Madrid, j'avais voyagé à travers l'Europe, ne restant jamais longtemps au même endroit, toujours prêt à repartir si je sentais le danger approcher. Puis je m'étais installé dans une petite ville au Portugal. Un endroit calme, paisible, où personne ne posait de questions, où je pouvais être simplement Victoria Ramirez, une Espagnole venue chercher la tranquillité et l'isolement. J'achetai une petite maison au bord de l'océan et ouvris une librairie. Mon côté bibliothécaire avait fini par refaire surface, même dans cette nouvelle vie. Petit à petit, j'appris la langue, m'habituai aux coutumes locales, à ce rythme de vie lent et serein, si différent de l'agitation que j'avais connue. Et tout ce temps, je suivais les nouvelles d'Espagne. L'avancée de l'enquête, les changements dans le pays, la réaction du monde face aux révélations successives. Je suivais tout ça sur Internet, à travers les agences internationales, et grâce aux rares lettres de Mitchell, qui avait trouvé un moyen de me contacter sans révéler ma localisation. Parfois, je me demandais si tout cela en valait la peine. Tous ces sacrifices, ces risques, cette douleur. Mon choix avait-il changé quelque chose? Le monde était-il devenu meilleur, plus juste, plus honnête? Je ne sais pas. Probablement pas. Un seul scandale, quelques publications ne suffisent pas à démanteler un système construit depuis des décennies. À éradiquer une corruption enracinée dans toutes les sphères. À obliger les gens à être justes et honnêtes. Mais peut-être que ce n'était pas ça, mon but. Peut-être que je l'avais fait, non pas pour changer le monde, mais pour me changer moi-même. Pour me prouver que je pouvais être forte, déterminée, indépendante. Que je pouvais tenir tête à un système que tout le monde croyait intouchable. Que je pouvais faire un choix basé non pas sur la peur ou la facilité, mais sur mes propres valeurs et convictions. Et en ce sens, j'avais atteint mon objectif. J'étais devenue une autre femme. Pas cette bibliothécaire discrète et effacée qui choisissait toujours la facilité. Mais une femme forte et libre, qui n'a pas peur d'aller à contre-courant, qui est prête à défendre ses principes, peu importe le prix. Parfois, debout sur la plage, face à l'océan infini, je pense à mon grand-père. À ce qu'il dirait s'il me voyait aujourd'hui. Serait-il fier de moi? Approuverait-il mes choix? Penserait-il que j'ai su utiliser ce qu'il m'a légué? Je n'ai pas la réponse. Mais je sais que je ne regrette rien. Ni ma décision de publier les documents, ni le fait d'avoir quitté ma vie d'avant, ni même ces 15 années de mariage avec un homme qui, je l'ai compris trop tard, ne m'a jamais vraiment aimé. Car tous ces événements, toutes ces décisions, toutes ces années ont fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Une femme qui n'a plus peur de l'avenir. Une femme qui connaît sa valeur. Une femme qui a enfin trouvé sa voie. Et peut-être que c'est ça, le plus grand héritage que mon grand-père m'a laissé. Pas la voiture de collection, ni l'appartement au centre de Madrid, ni l'argent ou les documents, mais sa foi en moi. Sa conviction que je suis plus forte que je ne le pense, plus sage que je ne le crois, et que je mérite bien plus que ce que ma vie d'avant m'offrait. C'est avec cette foi que je continue d'avancer. Jour après jour, pas après pas, choix après choix. En construisant ma vie, mon histoire, mon avenir. Tel que je veux les voir. Je pense parfois à ce vieux garage en périphérie de la ville, celui qui a tant changé ma vie autrefois. À l'Alfa Romeo Giulietta rouge qui attend encore, caché sous sa bâche, patiemment, jusqu'à ce que son heure vienne. À la cachette avec les documents, à la lettre de mon grand-père, à ce moment où j'ai compris pour la première fois que ma vie pouvait être différente. Que moi aussi, je pouvais être différente. Peut-être qu'un jour, je retournerai là-bas. Quand tout sera calmé, quand le passé cessera de me poursuivre, quand je pourrai revenir sans danger dans ce pays que, malgré tout, je considère encore comme ma patrie. Ou peut-être que je n'y retournerai jamais. Peut-être que ma nouvelle vie est ici, au bord de l'océan, parmi les livres et les journées paisibles. Peut-être que c'est exactement ce que j'ai toujours voulu. Ce vers quoi j'ai toujours tendu, sans même m'en rendre compte. Le temps le dira. En attendant, je vis simplement. Jour après jour, en savourant chaque instant, chaque lever de soleil, chaque livre lu, chaque sourire échangé avec mes voisins, mes clients, ou des inconnus croisés dans la rue. Je vis une vraie vie, une vie pleine. Une vie que j'ai choisie moi-même. Et c'est peut-être ça, le plus grand trésor que j'ai jamais trouvé. Bien plus précieux que le vieux garage que mon grand-père m'a laissé en héritage.